Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Et ça sera ce soir notre quatrième et ultime lecture sur du contrat social. Ça sera la dernière lecture de ce traité philosophico-politique ou politico-philosophique, comme vous le voulez. En tout cas, ce sera le dernier live sur cette œuvre, et ce sera également le dernier live de l'année, le dernier live de la saison, si on peut dire, en ce qu'il s'agit des lives, en ce qu'il s'agit, non, ça se dit pas vraiment dans la phrase que je voulais dire. Je reprends, ça sera donc le dernier live de la saison, ou de l'année, même de l'année, en ce qui concerne les lives de lecture. Et oui les amis, j'ai pris cette décision, je vous en ai déjà parlé dans les derniers lives, mais étant donné l'emploi du temps un petit peu chamboulé que je vais avoir en fin d'année, je préfère ne pas entamer de nouvelles lectures que je devrais mettre en pause constamment et faire des lives un peu sauvages, sans programmation, sans vous avertir ou en vous avertissant le moins efficacement possible. Du coup, voilà, j'ai préféré de faire une pause. En plus, je vous avoue que ça va pas me faire du mal. Je vous avoue que là, j'ai maintenu un rythme assez soutenu depuis pas mal de mois. Donc je vous avoue que la pause va me faire assez du bien. Donc voilà, c'est le dernier live de lecture de la saison, le dernier live de lecture de l'année. Si vous nous regardez sur YouTube, vous aurez compris donc qu'il s'agit d'une rediffusion du live que je suis en train d'effectuer. Et donc, vu que je suis en live, je vais discuter avec les gens dans le chat, etc. Il va y avoir une intro, il va y avoir des pauses dans la lecture. Donc si vous voulez passer tous ces moments et vraiment vous consacrer à la lecture entièrement, je vous invite à aller dans la description de la vidéo où se trouvent des liens, où se trouvent, bah oui, des liens en fait quelque part, mais où se trouvent des timecodes vous permettant d'aller de lecture en lecture, de chapitre en chapitre, etc. Voilà pour la petite précision, et du coup, je continue sur cette bonne lancée, entre guillemets, dans cette introduction, en vous précisant un petit peu justement ce qui va arriver au final en cette fin d'année. Donc, comme je le disais, je vais être très occupé, j'ai préféré mettre fin au live de lecture pour cette fin d'année, et on reviendra début janvier avec les lives de lecture. Par contre, les lives de découverte sur l'univers de League of Legends vont continuer pour encore quelques semaines, quelques éditions. Je ne sais pas exactement combien. Je pense que au moins jusqu'à fin novembre. Après le mois de décembre, ça va être beaucoup plus compliqué, étant donné que, comme tout le monde, j'ai des fêtes de fin d'année, j'ai aussi des fêtes familiales, donc j'ai pas mal de choses de prévues déjà, et pas mal de choses à faire aussi de toute manière. Donc voilà, les lives de lecture, c'est le dernier ce soir, les lives de découverte vont continuer jusqu'à au moins fin décembre, je dirais. En décembre, il n'est pas exclu que ponctuellement, une fois de temps en temps, un live de découverte sur l'univers de League of Legends pop, auquel cas je vous tiendrai au courant sur Facebook ou sur Twitter ou sur le Discord. N'hésitez pas à les rejoindre si vous voulez un peu savoir justement quels sont mes projets ou quels sont les prochains rendez-vous de live, à savoir que justement c'est aussi pour moi l'occasion, le fait d'arrêter les lives de lecture en cette fin d'année, c'est pour moi l'occasion de me consacrer à certains autres projets, notamment les illustrations de mon jeu de société sur l'eau, dont je vous parle souvent. Si ça vous intéresse, les news sont aussi souvent sur le Discord, où je mets quelques illustrations, quelques work in progress, n'est-ce pas? Je vais aussi avoir l'occasion de peut-être, je l'espère, j'espère avoir le temps et surtout avoir les capacités, parce que c'est pas si simple, de m'enregistrer de manière professionnelle, avec des gros guillemets, à faire de la musique tout simplement. Donc ça c'est un truc qui me tient bien à cœur et j'ai envie d'y passer du temps, et ça va être long, ça va être dur, ça va être compliqué, donc c'est pas mal que je puisse allouer du temps, que je me dégage du temps grâce au live de lecture pour essayer de me perfectionner dans ce domaine où c'est un peu compliqué. Bref, donc voilà un peu ce sur quoi je vais me tourner en ce mois de décembre, pendant que je vous laisse un petit peu seul en cette fin d'année. Malgré tout, j'essaierai un maximum de faire des lives de découverte sur l'univers League of Legends dès que j'en aurai le temps.
Et puis je vous laisserai quelques messages une fois de temps en temps sur le Twitter, le Facebook, etc. Je vous communiquerai également la date à laquelle je reviendrai avec les lives de lecture. Car oui, je reviendrai avec les lives de lecture, c'est une certitude, à moins qu'il se passe quelque chose de dingue en décembre. C'est une certitude. J'ai l'envie de refaire une nouvelle saison, si on peut dire. Et donc, dès janvier, je vous propose une lecture un peu plus badass pour mon retour. Voilà, pour se retrouver comme il se doit. Une lecture un petit peu plus lourde, un petit peu plus longue. Un bon gros pavé. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas lu. Je dirais que les plus gros pavés qu'on ait lus, c'est Dracula et Frankenstein. Et j'ai envie de retourner à des romans un petit peu comment dire, complets, on va dire. Et donc j'ai bien hâte de me mettre à ces lectures. C'est que des œuvres que j'apprécie. Je ne sais pas, j'avoue que je ne sais pas si elles passeront extrêmement bien à l'oral. Je ne sais pas si le style de ces œuvres se prête énormément à une lecture à l'oral. Surtout que le fait que ces œuvres soient si longues va être un petit handicap à les faire à l'oral. Mais j'essaierai de faire de mon mieux et de vous les restituer le mieux possible. Je me suis basé sur les votes d'un sondage qui a eu lieu sur mon Discord. Et aujourd'hui, je vous donne le top 3 entre guillemets des lectures qu'on va faire en janvier. Je pense que je mettrai un sondage sur Facebook et sur Discord dans les mois à venir. Et je vous montre déjà la sélection, la présélection entre guillemets. En janvier, nous rattaquerons les lives de lecture à votre choix, soit avec La peau de chagrin d'Honoré de Balzac, soit avec Crime et châtiment de Fyodor Dostoïevski, et enfin, possiblement, si tel est votre choix, avec L'homme qui rit de Victor Hugo. C'est vous qui faites le choix, les amis, c'est vous qui votez. Vous pouvez même mettre des commentaires sur cette vidéo YouTube si vous en avez envie, ou si vous voulez me répondre sur le chat de Twitch. Pas de souci, je prendrai vos demandes en compte et vos votes en compte. Voilà ces trois œuvres que je vous propose au vote pour les reprises de lecture en début janvier. Voilou. Je mettrai le sondage, je pense, pas dans la semaine, mais peut-être dans 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Courant décembre, je dirais peut-être même. Bref. Comme ça, on aura le temps de voir venir, mais ce sera pas non plus 3 ans à l'avance. Bref. Voilou. Je pense vous avoir tout dit concernant justement le programme, entre guillemets, concernant ce qui va advenir dans les temps à venir. Oula, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui, what the fuck. Bref, je pense vous avoir tout dit concernant les lives et les plannings, entre guillemets. Comme ça, vous êtes prévenus, vous savez ce qui se passe. Et vous savez que, a priori, je ne serai plus beaucoup en live dans les temps à venir, à part pour les découvertes de l'univers de League of Legends. Voilou. Et j'accueille Gaël. Bonsoir Gaël, j'espère que tu vas bien. Ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas croisés, si je dis pas de bêtises. Comment vas-tu, mon ami ? Et écoutez, je vais pas prolonger forcément l'intro, pardon. Ouah, j'ai vraiment du mal ce soir, c'est terrible. J'ai envie de me mettre des claques. Je ne vais pas forcément prolonger très longtemps l'introduction de ce live, étant donné que je n'ai pas forcément beaucoup plus de choses à dire. On reprend la lecture du contrat social de Rousseau. Encore une fois, je le répète, n'hésitez pas à me dire si cette lecture vous a plu. Et si, à l'avenir, vous voudriez qu'une fois de temps en temps, je lise un traité de politique ou des livres de philosophie, ça pourrait être intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Au tout début de mes lives de lecture, je ne faisais que des romans, puis j'ai ouvert un petit peu aux nouvelles, puis beaucoup plus tard, j'ai ouvert à la poésie. Vu que ça vous a plu, j'ai continué un petit peu de poésie une fois de temps en temps. Et maintenant, j'ai ouvert exceptionnellement à la politique, à la philosophie. Si ça vous a plu, on réitérera l'expérience à l'occasion.
Si ça ne vous a pas plu, on s'en tiendra là. Moi personnellement, déjà je peux vous donner un peu mon avis, parce qu'on en a déjà lu les 3/4. Personnellement ça m'a bien plu, mais je pense que ce sont des sujets ardus, complexes, compliqués. Donc je pense que ça sera pas la majorité de mes lectures, clairement. Je pense pas qu'il y aura même ne serait-ce que autant de traités de philosophie, etc. que de recueils de poésie. Donc je pense qu'il est possible que ça arrive à nouveau, mais que ça sera avec parcimonie, n'est-ce pas? Parce que je pense que c'est un petit peu lourd malgré tout pour l'oral, même si ça demeure, à mon sens, hyper intéressant et que j'ai vraiment apprécié redécouvrir cette œuvre avec vous, que j'avais déjà beaucoup apprécié quand je l'avais lu seul, et que je redécouvre avec plaisir en votre compagnie. Sur ce, la bonne intro d'1 heure. Mais non Gaël, voyons. Les intros maximum font 20 minutes. Maximum. Et sur ce, les amis, je vous invite à vous installer, à prendre à boire, à manger peut-être, à vous mettre au chaud, sous les couvertures pour certains. En tout cas, vous mettre détente, vous mettre confortable. On va entamer la lecture. La santé. Waouh, j'ai vraiment du mal à parler ce soir, c'est terrible. C'est mon dernier live de lecture et j'ai l'impression de bullshit sans arrêt. J'ai l'impression de dire que de la merde. Bref, santé à vous les amis. Et on est parti pour la lecture sans plus attendre. Le livre 4 se compose de 9 chapitres. Je vais en lire d'abord 4, puis les 5 derniers. Donc j'effectuerai une pause lors de cette lecture. Et je pense qu'on est tout bon. Je pense avoir tout dit. Je ne fais pas durer l'introduction plus longtemps. On est parti. Bonne écoute Gaël, bonne écoute à tous dans l'ombre, et bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour la pause. Livre 4. Où continuant de traiter les lois politiques, on expose les moyens d'affermir la constitution de l'État. Chapitre 1. Que la volonté générale est indestructible. Tant que plusieurs hommes réunis se considèrent comme un seul corps, ils n'ont qu'une seule volonté, qui se rapporte à la commune conservation et au bien-être général. Alors tous les ressorts de l'État sont vigoureux et simples, ses maximes sont claires et lumineuses, il n'a point d'intérêt embrouillé, contradictoire, le bien commun se montre partout avec évidence, et ne demande que du bon sens pour être aperçu. La paix, l'union, l'égalité sont ennemis des subtilités politiques. Les hommes droits et simples sont difficiles à tromper à cause de leur simplicité. Les leurs, les prétextes raffinés ne leur en imposent jamais, ne leur imposent point. Ils ne sont pas même assez fins pour être dupes. Quand on voit chez le plus heureux peuple du monde des troupes de paysans régler les affaires de l'État sous un chêne et se conduire toujours sagement, peut-on s'empêcher de mépriser les raffinements des autres nations qui se rendent illustres et misérables avec tant d'art et de mystère? Un État ainsi gouverné a besoin de très peu de lois, et à mesure qu'il devient nécessaire d'en promulguer de nouvelles, cette nécessité se voit universellement. Le premier qui les propose ne fait que dire ce que tous ont déjà senti, et il n'est question ni de brigue ni d'éloquence pour faire passer en loi ce que chacun a déjà résolu de faire, sitôt qu'il sera sûr que les autres le feront comme lui. Ce qui trompe les raisonneurs, c'est que, ne voyant que des États mal constitués dès leur origine, ils sont frappés de l'impossibilité d'y maintenir une semblable police. Ils rient d'imaginer toutes les sottises qu'un fourbe adroit, un parleur insinuant pourrait persuader au peuple de Paris ou de Londres. Ils ne savent pas que Cromwell eût été mis aux sonnettes par le peuple de Berne et le duc de Beaufort à la discipline par les Genevois. Mais quand le nœud social commence à se relâcher et l'État à s'affaiblir, quand les intérêts particuliers commencent à se faire sentir et les petites sociétés à influer sur la grande, l'intérêt commun s'altère et trouve des opposants. L'unanimité ne règne plus dans les voix, la volonté générale n'est plus la volonté de tous, il s'élève des contradictions, des débats, et le meilleur avis ne passe point sans dispute.
Enfin, quand l'État près de sa ruine ne subsiste plus que par une forme illusoire et vaine, que le lien social est rompu dans tous les cœurs, que le plus vil intérêt se pare effrontément du non sacré du bien public, alors la volonté générale devient muette. Tous guidés par des motifs secrets n'opinent pas plus comme citoyens que si l'État n'eût jamais existé, et l'on fait passer faussement sous le nom de loi des décrets iniques qui n'ont pour but que l'intérêt particulier. S'ensuit-il de là que la volonté générale soit anéantie ou corrompue? Non. Elle est toujours constante, inaltérable et pure, mais elle est subordonnée à d'autres qui l'emportent sur elle. Chacun, détachant son intérêt de l'intérêt commun, voit bien qu'il ne peut l'en séparer tout à fait, mais sa part du mal public ne lui paraît rien, auprès du bien exclusif qu'il prétend s'approprier. Ce bien particulier excepté, il veut le bien général pour son propre intérêt tout aussi fortement qu'aucun autre. Même en vendant son suffrage à prix d'argent, il n'éteint pas en lui la volonté générale, il l'élude. La faute qu'il commet est de changer l'état de la question et de répondre autre chose que ce qu'on lui demande. En sorte qu'au lieu de dire par son suffrage « il est avantageux à l'État », il dit « il est avantageux à tel homme ou à tel parti que tel ou tel avis passe ». Ainsi, la loi de l'ordre public dans les assemblées n'est pas tant d'y maintenir la volonté générale que de faire qu'elle soit toujours interrogée et qu'elle réponde toujours. J'aurais ici bien des réflexions à faire sur le simple droit de voter dans tout acte de souveraineté, droit que rien ne peut ôter aux citoyens, et sur celui d'opiner, de proposer, de diviser, de discuter, que le gouvernement a toujours grand soin de ne laisser qu'à ses membres. Mais cette importante matière demanderait un traité à part, et je ne puis tout dire dans celui-ci. Chapitre 2. Des suffrages. On voit par le chapitre précédent que la manière dont se traitent les affaires générales peut donner un indice assez sûr de l'état actuel des mœurs et de la santé du corps politique. Plus le concert règne dans les assemblées, c'est-à-dire plus les avis approchent de l'unanimité, plus aussi la volonté générale est dominante. Mais les longs débats, les dissensions, le tumulte, annoncent l'ascendant des intérêts particuliers et le déclin de l'État. Ceci paraît moins évident quand 2 ou plusieurs ordres entrent dans sa constitution, comme à Rome les patriciens et les plébéiens, dont les querelles troublèrent souvent les comices, même dans les plus beaux temps de la République. Mais cette exception est plus apparente que réelle, car alors par le vice inhérent au corps politique on a, pour ainsi dire, 2 états en un, ce qui n'est pas vrai des 2 ensemble est vrai de chacun séparément. Et en effet, dans les temps même les plus orageux, les plébiscites du peuple, quand le Sénat ne s'en mêlait pas, passaient toujours tranquillement et à la grande pluralité des suffrages. Les citoyens n'ayant qu'un intérêt, le peuple n'avait qu'une volonté. À l'autre extrémité du cercle, l'unanimité revient. C'est quand les citoyens tombés dans la servitude n'ont plus ni liberté ni volonté. Alors la crainte et la flatterie changent en acclamation les suffrages. On ne délibère plus, on adore ou l'on maudit. Telle était la vile manière d'opiner du Sénat sous les empereurs. Quelquefois, cela se faisait avec des précautions ridicules. Tacite observe que, sous Othon, les sénateurs accablant Vitellius d'exécration affectaient de faire en même temps un bruit épouvantable, afin que, si par hasard il devenait le maître, il ne pût savoir ce que chacun d'eux avait dit. De ces diverses considérations naissent les maximes sur lesquelles on doit régler la manière de compter les voix et de comparer les avis, selon que la volonté générale est plus ou moins facile à connaître et l'État plus ou moins déclinant. Il n'y a qu'une seule loi qui, par sa nature, exige un consentement unanime. C'est le pacte social, car l'association civile est l'acte du monde le plus volontaire. Tout homme étant né libre et maître de lui-même, nul ne peut, sous quelque prétexte que ce puisse être, l'assujettir sans son aveu. Décider que le fils d'une esclave n'est esclave, c'est décider qu'il ne naît pas homme. Si donc, lors du pacte social, il s'y trouve des opposants, leur opposition n'invalide pas le contrat, elle empêche seulement qu'il n'y soit compris. Ce sont des étrangers parmi les citoyens. Quand l'État est institué, le consentement est dans la résidence. Habiter le territoire, c'est se soumettre à la souveraineté. Or, ce contrat primitif, la voix du plus grand nombre oblige toujours tous les autres. C'est une suite du contrat même. Mais on demande comment un homme peut être libre et forcé de se conformer à des volontés qui ne sont pas les siennes. Comment les opposants sont-ils libres et soumis à des lois auxquelles ils n'ont pas consenti ? Je réponds que la question est mal posée. Le citoyen consent à toutes les lois, même à celles qu'on passe malgré lui, et même à celles qui le punissent quand il ose en violer quelqu'une.
La volonté constante de tous les membres de l'État est la volonté générale, c'est par elle qu'ils sont citoyens et libres. Quand on propose une loi dans l'Assemblée du peuple, ce qu'on leur demande n'est pas précisément s'ils approuvent la proposition ou s'ils la rejettent, mais si elle est conforme ou non à la volonté générale qui est la leur. Chacun, en donnant son suffrage dit son avis là-dessus, et du calcul des voix se tire la déclaration de la volonté générale. Quand donc l'avis contraire au mien l'emporte, cela ne prouve autre chose sinon que je m'étais trompé, et que ce que j'estimais être la volonté générale ne l'était pas. Si mon avis particulier l'eût emporté, j'aurais fait autre chose que ce que j'avais voulu, c'est alors que je n'aurais pas été libre. Ceci suppose, il est vrai, que tous les caractères de la volonté générale sont encore dans la pluralité. Quand il cesse d'y être, quelques parties comprennent, il n'y a plus de liberté. En montrant ci-devant comment on substituait des volontés particulières à la volonté générale dans les délibérations publiques, j'ai suffisamment indiqué les moyens praticables de prévenir cet abus. J'en parlerai encore ci-après. À l'égard du nombre proportionnel des suffrages pour déclarer cette volonté, j'ai aussi donné les principes sur lesquels on peut le déterminer. La différence d'une seule voix rompt l'égalité. Un seul opposant rompt l'unanimité. Mais entre l'unanimité et l'égalité, il y a plusieurs partages inégaux, à chacun desquels on peut fixer ce nombre selon l'état et les besoins du corps politique. Deux maximes générales peuvent servir à régler ces rapports. L'une, que plus les délibérations sont importantes et graves, plus l'avis qui l'emporte doit approcher de l'unanimité. L'autre, que plus l'affaire agitée exige de célérité, plus on doit resserrer la différence prescrite dans le partage des avis. Dans les délibérations qu'il faut terminer sur le champ, l'excédent d'une seule voix doit suffire. La première de ces maximes paraît plus convenable aux lois et la seconde aux affaires. Quoi qu'il en soit, c'est sur leur combinaison que s'établissent les meilleurs rapports qu'on peut donner à la pluralité pour prononcer. Chapitre 3. Des élections. À l'égard des élections du prince et des magistrats, qui sont, comme je l'ai dit, des actes complexes, il y a deux voies pour y procéder, savoir le choix et le sort. L'une et l'autre ont été employées en diverses républiques, et l'on voit encore actuellement un mélange très compliqué des deux dans l'élection du doge de Venise. Le suffrage par le sort, dit Montesquieu, est de la nature de la démocratie. J'en conviens, mais comment cela ? Le sort, continue-t-il, est une façon d'élire qui n'afflige personne. Il laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir la patrie. Ce ne sont pas là des raisons. Si l'on fait attention que l'élection des chefs est une fonction du gouvernement et non de la souveraineté, on verra pourquoi la voie du sort est plus dans la nature de la démocratie, où l'administration est d'autant meilleure que les actes en sont moins multipliés. Dans toute véritable démocratie, la magistrature n'est pas un avantage, mais une charge onéreuse, qu'on ne peut justement imposer à un particulier plutôt qu'à un autre. La loi seule peut imposer cette charge à celui sur qui le sort tombera, car alors la condition étant égale pour tous, et le choix ne dépendant d'aucune volonté humaine, il n'y a point d'application particulière qui altère l'universalité de la loi. Dans l'aristocratie, le prince choisit le prince, le gouvernement se conserve par lui-même, et c'est là que les suffrages sont bien placés. L'exemple de l'élection du doge de Venise confirme cette distinction, loin de la détruire. Cette forme mêlée convient dans un gouvernement mixte, car c'est une erreur de prendre le gouvernement de Venise pour une véritable aristocratie. Si le peuple n'y a nulle part au gouvernement, la noblesse y est peuple elle-même. Une multitude de pauvres Barnabotes n'approcha jamais d'aucune magistrature, et n'a de sa noblesse que le 20 titres d'excellence et le droit d'assister au Grand Conseil. Ce Grand Conseil étant aussi nombreux que notre Conseil général à Genève, ses illustres membres n'ont pas plus de privilèges que nos simples citoyens. Il est certain qu'autant l'extrême disparité des deux républiques, la bourgeoisie de Genève représente exactement le patriarcat vénitien, nos natifs et habitants représentent les citadins et le peuple de Venise. Nos paysans représentent les sujets de terre ferme. Enfin, de quelque manière que l'on considère cette république, abstraction faite de sa grandeur, son gouvernement n'est pas plus aristocratique que le nôtre. Toute la différence est que n'ayant aucun chef à vie, nous n'avons pas le même besoin du sort. Les élections par sort auraient peu d'inconvénients dans une véritable démocratie où, tout étant égal, aussi bien par les mœurs et par les talents, que par les maximes et par la fortune, le choix deviendrait presque indifférent. Mais j'ai déjà dit qu'il n'y avait point de véritable démocratie. Quand le choix et le sort se trouvent mêlés,
le premier doit Quand le choix et le sort se trouvent mêlés, le premier doit remplir les places qui demandent des talents propres, tels que les emplois militaires. L'autre convient à celles où suffisent le bon sens, la justice, l'intégrité, telles que les charges de judicature. Parce que dans un État bien constitué, ces qualités sont communes à tous les citoyens. Le sort ni les suffrages n'ont aucun lieu dans le gouvernement monarchique. Le monarque étant de droit seul prince et magistrat unique, le choix de ses lieutenants n'appartient qu'à lui. Quand l'abbé de Saint-Pierre proposait de multiplier les conseils du roi de France et d'en élire les membres par scrutin, il ne voyait pas qu'il proposait de changer la forme du gouvernement. Il me resterait à parler de la manière de donner et de recueillir les voix dans l'assemblée du peuple, mais peut-être l'historique de la police romaine, à cet égard, expliquera-t-il plus sensiblement toutes les maximes que je pourrais établir. Il n'est pas indigne d'un lecteur judicieux de voir un peu en détail comment se traitaient les affaires publiques et particulières dans un conseil de 200 000 hommes. Chapitre 4. Des comices romains. Nous n'avons nul monument bien assuré des premiers temps de Rome. Il y a même grande apparence que la plupart des choses qu'on en débite sont des fables, et en général, la partie la plus instructive des annales des peuples, qui est l'histoire de leur établissement, est celle qui nous manque le plus. L'expérience nous apprend tous les jours de quelles causes naissent les révolutions des empires, mais comme il ne se forme plus de peuples, nous n'avons guère que des conjectures pour expliquer comment ils se sont formés. Les usages qu'on trouve établis attestent au moins qu'il y eut une origine à ces usages. Des traditions qui remontent à ces origines, celles qu'appuient les plus grandes autorités, et que de plus fortes raisons confirment, doivent passer pour les plus certaines. Voilà les maximes que j'ai tâché de suivre en recherchant comment le plus libre et le plus puissant peuple de la terre exerçait son pouvoir suprême. Après la fondation de Rome, la République naissante, c'est-à-dire l'armée du fondateur composée d'Albins, de Sabins et d'étrangers, fut divisée en 3 classes, qui de cette division prirent le nom de tribus. Chacune de ces tribus fut subdivisée en 10 curies, et chaque curie en des curies, à la tête desquelles on mit des chefs appelés curions et décurions. Outre cela, on tira de chaque tribu un corps de 100 cavaliers ou chevaliers, appelés centuries, par où l'on voit que ces divisions, peu nécessaires dans un bourg, n'étaient d'abord que militaires. Mais il me semble qu'un instinct de grandeur portait la petite ville de Rome à se donner d'avance une police convenable à la capitale du monde. De ce premier partage résulta bientôt un inconvénient. C'est que la tribu des Albins et celle des Sabins, restant toujours au même état, tandis que celle des étrangers croissait sans cesse par le concours perpétuel de ceux-ci, cette dernière ne tarda pas à surpasser les 2 autres. Le remède que Servius trouva à ce dangereux abus fut de changer la division, et à celle des races, qu'il abolit, d'en substituer une autre tirée des lieux de la ville occupés par chaque tribu. Au lieu de 3 tribus, il en fit 4, chacune desquelles occupait une des collines de Rome et en portait le nom. Ainsi, remédiant à l'inégalité présente, il la prévint encore pour l'avenir, et afin que cette division ne fût pas seulement de lieux mais d'hommes, il défendit aux habitants d'un quartier de passer dans un autre, ce qui empêcha les races de se confondre. Il doubla aussi les 3 anciennes centuries de cavalerie, et y en ajouta 12 autres, mais toujours sous les anciens noms. Moyen simple et judicieux par lequel il acheva de distinguer le corps des chevaliers de celui du peuple, sans faire murmurer ce dernier. À ces 4 tribus urbaines, Servius en ajouta 15 autres appelées tribus rustiques, parce qu'elles étaient formées des habitants de la campagne, partagées en autant de cantons. Dans la suite, on en fit autant de nouvelles, et le peuple romain se trouva enfin divisé en 35 tribus, nombre auquel elles restèrent fixées jusqu'à la fin de la République. De cette distinction des tribus de la ville et des tribus de la campagne résulta un effet digne d'être observé, parce qu'il n'y en a point d'autre exemple, et que Rome lui dut à la fois la conservation de ses mœurs et l'accroissement de son empire. On croirait que les tribus urbaines s'arrogèrent bientôt la puissance et les honneurs, et ne tardèrent pas d'avilir les tribus rustiques. Ce fut tout le contraire. On connaît le goût des premiers Romains pour la vie champêtre. Ce goût leur venait du sage instituteur qui unit à la liberté les travaux rustiques et militaires, et relégua pour ainsi dire à la ville les arts, les métiers, l'intrigue, la fortune et l'esclavage. Ainsi, tout ce que Rome avait d'illustre, vivant aux champs et cultivant les terres, on s'accoutuma à ne chercher que là les soutiens de la République. Cet état, étant celui des plus dignes patriciens, fut honoré de tout le monde.
La vie simple et laborieuse des villageois fut préférée à la vie oisive et lâche des bourgeois de Rome, et tel n'eût été qu'un malheureux prolétaire à la ville qui, laboureur au champ, devint un citoyen respecté. Ce n'est pas sans raison, disait Varron, que nos magnanimes ancêtres établirent au village la pépinière de ces robustes et vaillants hommes qui les défendaient en temps de guerre et les nourrissaient en temps de paix. Pline dit positivement que les tribus des champs étaient honorées à cause des hommes qui le composaient, au lieu qu'on transférait par ignominie dans celles de la ville les lâches qu'on voulait avilir. Le sabin Appius Claudius, étant venu s'établir à Rome, y fut comblé d'honneur et inscrit dans une tribu rustique qui prit dans la suite le nom de sa famille. Enfin, les affranchis entraient tous dans les tribus urbaines, jamais dans les rurales, et il n'y a pas durant toute la République un seul exemple d'aucun de ces affranchis parvenus à aucune magistrature, quoique devenus citoyens. Cette maxime était excellente, mais elle fut poussée si loin qu'il en résulta enfin un changement et certainement un abus dans la police. Premièrement, les censeurs, après s'être arrogé longtemps le droit de transférer arbitrairement les citoyens d'une tribu à l'autre, permirent à la plupart de se faire inscrire dans celle qui leur plaisait, permission qui sûrement n'était bonne à rien, et ôtait un des grands ressorts de la censure. De plus, les grands et les puissants se faisant tous inscrire dans les tribus de la campagne, et les affranchis devenus citoyens restant avec la populace dans celle de la ville, les tribus en général n'eurent plus de lieu ni de territoire, mais toutes se trouvèrent tellement mêlées qu'on ne pouvait plus discerner les membres de chacune que par les registres, en sorte que l'idée du mot tribu passa ainsi du réel au personnel, ou plutôt devint presque une chimère. Il arriva encore que les tribus de la ville, étant plus à portée, se trouvèrent souvent les plus fortes dans les comices, et vendirent l'état à ceux qui daignaient acheter les suffrages de la canaille qui les composait. À l'égard des curies, l'instituteur, en ayant fait 10 en chaque tribu, tout le peuple romain alors renfermé dans les murs de la ville se trouva composé de 30 curies, dont chacune avait ses temples, ses dieux, ses officiers, ses prêtres et ses fêtes, appelées compitalia, semblables aux paganalia, qu'eurent dans la suite les tribus rustiques. Au nouveau partage de Servius, ce nombre de 30 ne pouvant se répartir également dans ces 4 tribus, il n'y voulut point toucher, et les curies indépendantes des tribus devinrent une autre division des habitants de Rome. Mais il ne fut point question de curie, ni dans les tribus rustiques, ni dans le peuple qui les composait, parce que les tribus étant devenues un établissement purement civil, et une autre police ayant été introduite pour la levée des troupes, les divisions militaires de Romulus se trouvèrent superflues. Ainsi, quoique tout citoyen fût inscrit dans une tribu, il s'en fallait beaucoup que chacun ne le fût dans une curie. Servius fit encore une 3e division, qui n'avait aucun rapport aux 2 précédentes, et devint par ses effets la plus importante de toutes. Il distribua tout le peuple romain en 6 classes, qu'il ne distingua ni par le lieu ni par les hommes, mais par les biens. En sorte que les premières classes étaient remplies par les riches, les dernières par les pauvres, et les moyennes par ceux qui jouissaient d'une fortune médiocre. Ces 6 classes étaient subdivisées en 193 autres corps appelés centuries, et ces corps étaient tellement distribués que la première classe en comprenait seule plus de la moitié, et la dernière n'en formait qu'un seul. Il se trouva ainsi que la classe la moins nombreuse en hommes l'était le plus en centuries, et que la dernière classe entière n'était comptée que pour une subdivision, bien qu'elle comptât seule plus de la moitié des habitants de Rome. Afin que le peuple pénétrât moins les conséquences de cette dernière forme, Servius affecta de lui donner un air militaire. Il inséra dans la seconde classe 2 centurés d'armuriers et 2 d'instruments de guerre dans la 4e. Dans chaque classe, excepté la dernière, il distingua les jeunes et les vieux, c'est-à-dire ceux qui étaient obligés de porter les armes et ceux que leur âge en exemptait par les lois. Distinction qui, plus que celle des biens, produisit la nécessité de recommencer souvent le sens ou dénombrement. Enfin, il voulut que l'assemblée se tînt au champ de Mars, et que tous ceux qui étaient en âge de servir y vinssent avec leurs armes. La raison pour laquelle il ne suivit pas dans la dernière classe cette même division des jeunes et des vieux, c'est qu'on n'accordait point à la populace dont elle était composée l'honneur de porter les armes pour la patrie. Il fallait avoir des foyers pour obtenir le droit de les défendre, et de ces innombrables troupes de gueux dont brillent aujourd'hui les armées des rois, il n'y en a pas un, peut-être, qui n'eût été chassé avec dédain d'une cohorte romaine quand les soldats étaient les défenseurs de la liberté. On distingua pourtant encore dans la dernière classe les prolétaires de ceux qu'on appelait capitescensi. Les premiers, non tout à fait réduits à rien, donnaient au moins des citoyens à l'État, quelquefois même des soldats dans les besoins pressants.
Pour ceux qui n'avaient rien du tout et qu'on ne pouvait dénombrer que par leur tête, ils étaient tout à fait regardés comme nuls, et Marius fut le premier qui daigna les enrôler. Sans décider ici si ce troisième dénombrement était bon ou mauvais en lui-même, je crois pouvoir affirmer qu'il n'y avait que les mœurs simples des premiers Romains, leur désintéressement, leur goût pour l'agriculture, leur mépris pour le commerce et pour l'ardeur du gain, qui pussent le rendre praticable. Où est le peuple moderne chez lequel la dévorante avidité, l'esprit inquiet, l'intrigue, les déplacements continuels, les perpétuelles révolutions des fortunes puissent laisser durer 20 ans un pareil établissement sans bouleverser tout l'État? Il faut même bien remarquer que les mœurs et la censure plus fortes que cette institution en corrigèrent le vice à Rome, et que tel riche se vit relégué dans la classe des pauvres pour avoir trop étalé sa richesse. De tout ceci, l'on peut comprendre aisément pourquoi il n'est presque jamais fait mention que de 5 classes, quoiqu'il n'y en eût réellement 6. La sixième ne fournissant ni soldats à l'armée, ni votants au champ de Mars, et n'étant presque d'aucun usage de la République, était rarement comptée pour quelque chose. Telles furent les différentes divisions du peuple romain. Voyons à présent l'effet qu'elles produisaient dans les assemblées. Ces assemblées légitimement convoquées s'appelaient comices. Elles se tenaient ordinairement dans la place de Rome ou au champ de Mars, et se distinguaient en comices par curie, comices par centurie et comices par tribu, selon celle de ces 3 formes sur laquelle elles étaient ordonnées. Les comices par curie étaient de l'institution de Romulus, ceux par centurie de Servius, ceux par tribu des tribuns du peuple. Aucune loi ne recevait la sanction, aucun magistrat n'était élu que dans les comices, et comme il n'y avait aucun citoyen qui ne fût inscrit dans une curie, dans une centurie ou dans une tribu, il s'ensuit qu'aucun citoyen n'était exclu du droit de suffrage, et que le peuple romain était véritablement souverain de droit et de fait. Pour que les comices fussent légitimement assemblés et que ce qui se faisait... Pour que les comices fussent légitimement assemblés et que ce qui s'y faisait eût force de loi, il fallait 3 conditions. La première, que le corps ou le magistrat qui les convoquait fût revêtu pour cela de l'autorité nécessaire. La seconde, que l'assemblée se fît un des jours permis par la loi. La troisième, que les augures fussent favorables. La raison du premier règlement n'a pas besoin d'être expliquée. Le second est une affaire de police. Ainsi, il n'était pas permis de tenir les comices les jours de fériés et de marché, où les gens de la campagne venant à Rome pour leurs affaires n'avaient pas le temps de passer la journée dans la place publique. Par le troisième, le Sénat tenait en bride un peuple fier et remuant, et tempérait à propos l'ardeur des tribuns séditieux. Mais ceux-ci trouvèrent plus d'un moyen de se délivrer de cette gêne. Les lois et l'élection des chefs n'étaient pas les seuls points soumis au jugement des comices. Le peuple romain ayant usurpé les plus importantes fonctions du gouvernement, on peut dire que le sort de l'Europe était réglé dans ces assemblées. Cette variété d'objets donnait lieu aux diverses formes que prenaient ces assemblées selon les matières sur lesquelles ils avaient à prononcer. Pour juger de ces diverses formes, il suffit de les comparer. Romulus, en instituant les curies, avait en vue de contenir le Sénat par le peuple, et le peuple par le Sénat, en dominant également sur tout. Il donna donc au peuple par cette forme toute l'autorité du nombre pour balancer celle de la puissance et des richesses qu'il laissait aux patriciens. Mais selon l'esprit de la monarchie, il laissa cependant plus d'avantages aux patriciens par l'influence de leurs clients sur la pluralité des suffrages. Cette admirable institution des patrons et des clients fut un chef-d'œuvre de politique et d'humanité, sans lequel le patriciat, si contraire à l'esprit de la République, n'eût pu subsister. Rome seule a eu l'honneur de donner au monde ce bel exemple, duquel il ne résulta jamais d'abus, et qui pourtant n'a jamais été suivi. Cette même forme d'écuries ayant subsisté sous les rois jusqu'à Servius, le règne du dernier Tarquin n'étant point compté pour légitime, cela fit distinguer généralement les lois royales par le nom de leges curiatae. Sous la République, les curies, toujours bornées aux 4 tribus urbaines, et ne contenant plus que la populace de Rome, ne pouvaient convenir ni au Sénat, qui était à la tête des patriciens, ni aux tribuns, qui, quoique plébéiens, étaient à la tête des citoyens aisés. Elles tombèrent donc dans le discrédit, et leur avilissement fut tel que leurs 30 licteurs assemblés faisaient ce que les comices par curie auraient dû faire. La division par centuries était si favorable à l'aristocratie qu'on ne voit pas d'abord comment le Sénat ne l'emportait pas toujours dans les comices qui portaient ce nom, et par lesquels étaient élus les consuls, les censeurs et les autres magistrats curules. En effet,
Des 193 centuries qui formaient les 6 classes de tout le peuple romain, la première classe en comprenant 98 et les voix ne se comptant que par centurie, cette seule première classe l'emportait en nombre de voix sur toutes les autres. Quand toutes ces centuries étaient d'accord, on ne continuait pas même à recueillir les suffrages. Ce qu'avait décidé le plus petit nombre passait pour une décision de la multitude, et l'on peut dire que dans les comices par centurie, les affaires se réglaient à la pluralité des écus, bien plus qu'à celle des voix. Mais cette extrême autorité se tempérait par deux moyens. Premièrement, les tribuns pour l'ordinaire, et toujours un grand nombre de plébéiens, étant dans la classe des riches, balançaient le crédit des patriciens dans cette première classe. Le second moyen consistait en ceci, qu'au lieu de faire d'abord voter les centuries selon leur ordre, ce qui aurait toujours fait commencer par la première, on en tirait une au sort, et celle-là procédait seule à l'élection. Après quoi toutes les centuries appelées un autre jour selon leur rang, répétaient la même élection, et la confirmaient ordinairement. On notait ainsi l'autorité de l'exemple au rang pour la donner au sort selon le principe de la démocratie. Il résultait de cet usage un autre avantage encore, c'est que les citoyens de la campagne avaient le temps entre les deux élections de s'informer du mérite du candidat provisionnellement nommé, afin de ne donner leur voix qu'avec connaissance de cause. Mais sous prétexte de célérité, l'on vint à bout d'abolir cet usage, et les deux élections se firent les mêmes jours. Les comices par tribus étaient proprement le conseil du peuple romain. Ils ne se convoquaient que par les tribuns y étaient élus et y passaient leur plébiscite. Non seulement le Sénat n'y avait point de rang, il n'avait pas même le droit d'y assister, et forcé d'obéir à des lois sur lesquelles il n'avait pu voter, les sénateurs à cet égard étaient moins libres que les derniers citoyens. Cette injustice était tout à fait mal entendue, et suffisait seule pour invalider les décrets d'un corps où tous ses membres n'étaient pas admis. Quand tous les patriciens eussent assisté à ces comices, selon le droit qu'ils en avaient comme citoyens, devenus alors simples particuliers, ils n'eussent guère influé sur une forme de suffrage qui se recueillait par tête, et où le moindre prolétaire pouvait autant que le prince du Sénat. On voit donc qu'outre l'ordre qui résultait de ces diverses distributions pour le recueillement des suffrages d'un si grand peuple, ces distributions ne se réduisaient pas à des formes indifférentes en elles-mêmes, mais que chacune avait des effets relatifs aux vues qui la faisaient préférer. Sans entrer là-dessus en de plus longs détails, il résulte des éclaircissements précédents que les comices par tribus étaient les plus favorables au gouvernement populaire et les comices par centurie à l'aristocratie. À l'égard des comices par curie, où la seule populace de Rome formait la pluralité, comme il n'était bon qu'à favoriser la tyrannie et les mauvais desseins, ils durent tomber dans le décrit, les séditieux eux-mêmes s'abstenant d'un moyen qui mettait trop à découvert leurs projets. Il est certain que toute la majesté du peuple romain ne se trouvait que dans les comices par centurie, qui seuls étaient complets, attendu que dans les comices par curie manquaient les tribus rustiques, et dans les comices par tribus le Sénat et les patriciens. Quant à la manière de recueillir les suffrages, elle était chez les premiers Romains aussi simple que leurs mœurs, quoique moins simple encore qu'à Sparte. Chacun donnait son suffrage à haute voix, un greffier les écrivait à mesure, pluralité de voix dans chaque tribu déterminait le suffrage de la tribu, pluralité de voix entre les tribus déterminait le suffrage du peuple, et ainsi des curies et des centuries. Cet usage était bon, tant que l'honnêteté régnait entre les citoyens et que chacun avait honte de donner publiquement son suffrage à un avis injuste ou à un sujet indigne. Mais quand le peuple se corrompit et qu'on acheta les voix, il convint qu'elles se donnassent en secret pour contenir les acheteurs par la défiance et fournir aux fripons le moyen de n'être pas des traîtres. Je sais que Cicéron blâme ce changement et lui attribue en partie la ruine de la République. Mais quoique je sente le poids que doit avoir ici l'autorité de Cicéron, je ne puis être de son avis. Je pense au contraire que pour n'avoir pas fait assez de changements semblables, on accélérera la perte de l'État. Comme le régime des gens sains n'est pas propre aux malades, il ne faut pas vouloir gouverner un peuple corrompu par les mêmes lois qui conviennent à un bon peuple. Rien ne prouve mieux cette maxime que la durée de la République de Venise, dont le simulacre existe encore uniquement parce que ces lois ne conviennent qu'à de méchants hommes. On distribua donc aux citoyens des tablettes par lesquelles chacun pouvait voter sans qu'on sût quel était son avis. On établit aussi de nouvelles formalités pour le recueillement des tablettes, le compte des voix, la comparaison des nombres, etc. Ce qui n'empêcha pas que la fidélité des officiers chargés de ces fonctions ne fût souvent suspectée. On fit enfin, pour empêcher la brigue et le trafic des suffrages, des édits dont la multitude montre l'inutilité. Vers les derniers temps, on était souvent contraint de recourir à des expédients extraordinaires pour suppléer à l'insuffisance des lois.
Tantôt, on supposait des prodiges, mais ce moyen qui pouvait en imposer au peuple n'en imposait pas à ceux qui le gouvernaient. Tantôt, on convoquait brusquement une assemblée, avant que les candidats eussent eu le temps de faire leur brigue. Tantôt, on consumait toute une séance à parler quand on voyait le peuple gagner, prêt à prendre un mauvais parti. Mais enfin, l'ambition éluda tout. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'au milieu de tant d'abus, ce peuple immense, à la faveur de ses anciens règlements, ne laissait pas délire les magistrats de passer les lois, de juger les causes, d'expédier les affaires particulières et publiques, presque avec autant de facilité qu'eût pu faire le Sénat lui-même. Et c'est la fin du chapitre 4, les amis. On se marque une courte pause. Et je m'excuse du fond du cœur. J'ai l'impression d'avoir tellement de mal ce soir, les gens. Je suis désolé. Je pense que sur les 4 lives du contrat social, j'ai jamais autant galéré. Ça m'embête un peu pour être franc parce que c'est le dernier live, donc du coup, vu que c'était le dernier live de lecture, bah, j'avais envie que ça soit bien, entre guillemets, j'avais envie que ça soit clair, que ça soit bien lu. Et là, j'ai vraiment beaucoup bafouillé, je me suis vraiment beaucoup repris. En plus, j'ai l'impression que le style d'écriture de ce dernier livre est plus compliqué aussi que les 3 précédents. Il y a des phrases plus longues, plus alambiquées. Donc c'est un peu compliqué. Et aussi le fait que là, il y a limite plus un travail d'historien qu'un travail de philosophie et de philosophie politique. En tout cas sur ce dernier chapitre précisément, où Rousseau, grosso modo, nous a vraiment détaillé très précisément comment fonctionnait le système politique romain. Et voilà, du coup, je pense aussi que c'est ce truc-là qui fait que c'est un peu moins digeste, un peu plus compliqué et un peu moins intéressant. En tout cas, perso, pour ma part, je trouve ça moins intéressant. Certes, ça nous donne un exemple, et ça explicite un peu le propos de Rousseau. J'avoue que je trouve ça moins... Punaise, mais vous voyez la galère que j'ai à parler ce soir, c'est fou. Je trouve ça moins intéressant toutefois que les précédents chapitres pour le coup. Là, la seule idée que je retiens, a priori, bon après il y a d'autres choses à retenir, mais moi là grosso modo ce que je retiens et ce qui me vient à l'esprit directement après avoir lu ces chapitres, c'est qu'a priori Rousseau, il trouve que le système romain était vraiment pas mal, et qu'on devrait en prendre de la graine, en tout cas moi je comprends ça comme ça. Et également que... alors ça j'aime bien l'idée à la fin, enfin dans les toutes dernières paragraphes que j'ai pu lire, j'aime bien l'idée de dire que justement pour un peuple de gens méchants entre guillemets, il faudrait pas le même gouvernement que pour un peuple de gens gentils. Ça je trouve ça marrant et ça rejoint encore ce qu'il disait un peu avec la démocratie, que la démocratie parfaite n'existe pas parce que la démocratie parfaite serait faite pour les hommes, pour les dieux et non pour les hommes, parce que l'homme est entre guillemets trop malléable, trop facilement corruptible et trop affecté par les volontés particulières, par les préférences comme il disait. Donc voilà. Et du coup Gaël, oui, dur comme livre en effet, c'est une lecture un peu plus ardue. Surtout que là, t'as pas suivi les 3 premiers lives, donc je t'avoue que là, t'es lancé dans le grand bain et je pense dans les passages les plus compliqués du livre. Mais bon, ça va, ça se lit quand même, je pense. En tout cas, ça me fait dire, enfin, ça me confirme aussi que des lives de lecture de philosophie ou de politique, j'en ferai pas hyper souvent parce que clairement sur ces 4 lives, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé et je trouve ça hyper intéressant encore une fois. Mais en même temps, je trouve ça hyper compliqué et même, je veux dire, l'exercice de lire à voix haute est rendu très compliqué par ce genre de lecture, quoi.
Et par contre, vous me faites peur, Fallen Angel et Gaël, à me dire qu'il y a un décalage au son visuel. C'est quelque chose que beaucoup de gens m'ont dit... lors des lives de découverte sur le League of Legends, ce que je peux comprendre. Parce que sur League of Legends, je suis sur un site interactif en même temps, donc ça peut laguer. Là, par contre, j'ai rien d'ouvert sur mon PC, donc c'est vraiment bizarre si ça arrive. D'autant plus que moi, sur mon logiciel de streaming, quoi, ils me disent que tout va bien. Donc ça me fait un peu flipper, j'espère que tout va bien. Je vérifierai, je vérifierai à la rediffusion, de toute façon j'ai pas vraiment de moyens. J'espère que ça va. Mais ouais, j'ai vraiment du mal là ce soir, c'est terrible, je suis tellement désolé. J'ai vraiment de la misère. C'est pour ça que je vous dis, ça me fera peut-être un peu de bien de faire une pause dans les lectures aussi pour un petit mois et demi. Parce que là, j'en ai enchaîné pas mal en vrai. Et je commence un peu à être à bout, je commence un petit peu à être fatigué. Et je veux pas que ça devienne une routine, voilà, je veux pas que ça devienne quelque chose que je fasse par habitude et que je prends par-dessus la jambe. Donc là c'est bien, une pause ça va me faire du bien, ça va me ressourcer un peu et je vais revenir normalement tout frais et tout efficace. Du coup il nous reste 5 chapitres à lire les amis. Et on en aura terminé de cette lecture. Grosso modo on a 20 pages à lire grosso modo. Ça risque d'être un petit peu long encore une fois. Je fais durer un petit peu la pause parce que là j'ai vraiment du mal. Ça m'ennuie beaucoup d'avoir autant galéré en vrai. Bref. Il y avait une autre idée qui m'avait plu dans les chapitres qu'on vient de lire, mais je m'en rappelle plus. Je vais essayer de retrouver vite fait là. Ah oui, voilà. Ça, j'aimais bien. Le délire de dire que plus les délibérations sont importantes et graves, plus la vie qui l'emporte doit approcher de l'unanimité. C'est marrant parce que je trouve ça hyper logique. Genre, quand je lis la phrase et que je me l'explicite, je me dis bah ouais, c'est hyper logique que quelque chose d'important et de grave, il faut que l'unanimité soit la plus... Enfin, il faut que le vote soit le plus unanime possible, c'est logique. Et en même temps, c'est ouf parce que bah, quand on vérifie, enfin, quand on compare à notre réalité politique, entre guillemets, j'ai pas l'impression que ce soit forcément ce qui s'applique, quoi. Il y a plein de choses quand même qui sont vachement intéressantes, je trouve, dans ce bouquin. Et qui remettent pas mal en cause plein de choses. Alors je sais que maintenant, apparemment, c'est vu comme une mode. Donc du coup, vu que c'est vu comme une mode, il y a des gens qui insultent cette mode et qui entrent dans la mode d'insulter cette mode. Bref, moi clairement en tout cas, je prends les mêmes termes que Rousseau, ou en tout cas dans ma tête, ma définition de la démocratie se rapproche vachement de celle de Rousseau. Et pour moi, clairement, on n'est pas en démocratie. Enfin, je veux dire, un peu comme Rousseau, j'aurais envie de dire, la démocratie n'existe pas au final. C'est quelque chose d'impossible, entre guillemets. Donc, et je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, on vit pas en démocratie », et beaucoup de gens qui leur répondent ceux qui disent ça, c'est vraiment des cons, bien sûr qu'on vit en démocratie, tu te rends pas compte la chance qu'on a, etc., etc. » Et je suis d'accord qu'on a énormément de chance, mais c'est pas pour ça, je pense qu'il faut se... Comment dire ? En fait, pour moi, ça revient à dire... à dire, bon, il y a pire. Et pour moi, c'est horrible de dire ça parce qu'en gros, bah, c'est une expression, enfin, c'est une phrase, entre guillemets, une maxime que je me suis inventée et que j'essaie de respecter dans ma vie personnelle. C'est pas parce qu'il y a pire qu'il faut faire mal. Donc déjà, donc ça a deux sens, dans le sens où pour moi, c'est pas parce qu'on considère qu'il y a quelque chose de pire que notre modèle ou que ce qu'on fait, ou etc., etc.,
qu'on doit le tacler, le blesser, le rabaisser, le mépriser, etc. Premier sens. Et aussi, c'est pas parce que il y a pire qu'on doit se satisfaire d'avoir de la merde. C'est pas parce que y a de la merde et du vomi à côté que tu dois te satisfaire de la merde. Donc voilà. Là, j'extrapole et je donne des exemples vénères, exagérés volontairement. Mais voilà, pour moi, dire oh c'est bon, il y a pire, c'est un peu ça revient un peu à des débats qu'on a eu dans les précédents lives sur du contrat social où je vous disais que c'était beaucoup de la paresse de la part de pas mal de gens, et pour moi ça revient à de la paresse en fait. Ça revient à dire bon c'est bon, on n'en discute plus, il y a pire, voilà, c'est tout. Et ça revient à à de la paresse, à refuser le dialogue, à refuser de réfléchir et à dire bon, on s'en fout, il y a pire. Bref, je pense que je me suis fait comprendre. Et oui, même si c'est bien, voilà, on peut pousser plus loin et dire comme Fallen Angel, même si c'est carrément bien, c'est pas parce que c'est bien qu'il peut pas y avoir mieux. C'est pas parce que c'est bien qu'il peut pas y avoir une amélioration. D'ailleurs, moi perso, c'est un truc en lequel je crois beaucoup. Après, je suis pas là forcément pour parler de mes idées ou de mes opinions, etc. Mais c'est vrai que moi, je crois beaucoup en ça. Je crois beaucoup dans le fait de s'améliorer constamment. Et genre, mon but personnel, entre guillemets, c'est de devenir meilleur chaque jour. Et par devenir meilleur, j'entends devenir un meilleur être humain. Donc, je suis assez d'accord avec le fait que c'est même si c'est bien, parce que déjà si c'est pire et qu'on est mieux, bon, voilà. Mais même si on est bien, on peut faire mieux. En fait, faut pas se fermer une marge de progression en se disant bon c'est bon, c'est acquis. C'est un peu, ça revient un peu à se reposer sur ses lauriers en quelque sorte. Je pense pas qu'on puisse avoir la maîtrise de quelque chose. Je pense pas qu'on puisse avoir la maîtrise d'un domaine quel qu'il soit. Je pense qu'on peut toujours changer, s'améliorer, voir la chose d'une autre façon, etc., etc. Et toujours se remettre en question, se remettre en cause, aller plus loin, pousser la réflexion, etc. Et d'ailleurs, ça me fait penser vite fait à une autre chose. Ça y est, j'ai retrouvé l'autre chose qui me plaisait dans les chapitres qu'on vient de lire et que j'ai zappé. C'est un moment où il dit que le peuple, normalement d'une démocratie, chaque citoyen du peuple d'une démocratie, normalement, en connaît suffisamment de la politique pour que ce soit juste de les prendre, de les tirer au sort. Puisque ils sont tellement tous égaux et ils s'intéressent tellement tous à la politique, ils sont tellement tous bienveillants que normalement, dans une démocratie parfaite, tirer au sort, ça reviendrait comme à quelque chose d'indifférent, dans le sens où peu importe qui est tiré au sort, il sera forcément intéressé et qualifié à la politique. Et ça c'est marrant, et je pense que ça montre aussi à quel point on est loin entre guillemets de la démocratie aujourd'hui, en tout cas dans ce sens-là, dans le sens où justement aujourd'hui la politique c'est devenu quelque chose de réservé aux élites entre guillemets, réservé à certaines élites, que la politique n'est plus l'affaire de tout un chacun, et pourtant elle régit la vie de tout un chacun, sauf que certaines personnes ont l'ascendant sur les autres, puisque de par leurs études, par les parcours professionnels, etc. Enfin, je veux dire, maintenant on fait carrière en politique. La politique ne fait pas partie de la vie banale entre guillemets. C'est un métier. Et je pense que Rousseau ici montre l'une des choses qui fait que la démocratie n'est pas possible entre guillemets dans notre situation entre guillemets. Bon, alors Rousseau n'est pas contemporain à nous, mais je pense que dans à peu près n'importe quelle société, en fait, la démocratie est impossible dans le sens où chaque citoyen ne s'y intéresse pas autant et n'a pas autant la fibre politique entre guillemets peut-être, et aussi les connaissances qui lui ont été données, l'envie qui lui ont été données, et aussi peut-être mince, j'avais une autre idée en tête et je l'ai zappée.
Bon, bah, je l'ai zappé, ça me reviendra pas. Bref, sur ces bonnes paroles, je vais me taire. Il vaut mieux. Et on est parti pour la suite des chapitres. Oh punaise, ça va me faire du bien ces vacances d'hiver entre guillemets. D'arrêter les lives un mois et demi là. J'ai l'impression de tellement galérer ce soir, c'est fou les gens. Déjà, j'ai l'impression d'avoir une narine complètement bouchée, ce qui fait que j'ai l'impression de pas pouvoir parler aussi bien que d'habitude, parce que forcément, ma voix elle se retrouve un peu nasalisée, donc du coup, je prononce pas comme d'habitude et tout, enfin c'est un peu chiant. Et encore, j'ai pris des cuillerées de miel entières tout à l'heure, parce que j'avais trop mal à la gorge ce midi, et que je me suis dit, oula, je vais pas savoir faire live. Donc bon, cette pause va m'être du plus grand bénéfice, j'espère. Sur ces bonnes paroles, on est reparti pour la lecture, les amis. Chapitre 5 à chapitre 9, ce qui clôturera ce livre 4e et ce qui clôturera la lecture entière du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Je vous dis donc à tout à l'heure pour l'outro. Bonne écoute Fallen Angel, bonne écoute Gaël si tu es encore là. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure. Chapitre 5 du tribunat. Quand on ne peut établir une exacte proportion entre les parties constitutives de l'État, ou que des causes indestructibles en altèrent sans cesse les rapports, alors on institue une magistrature particulière qui ne fait point corps avec les autres, qui replace chaque terme dans son vrai rapport, et qui fait une liaison, ou un moyen terme, soit entre le prince et le peuple, soit entre le prince et le souverain, soit à la fois des deux côtés s'il est nécessaire. Ce corps, que j'appellerai tribunat, est le conservateur des lois et du pouvoir législatif. Il sert quelquefois à protéger le souverain contre le gouvernement, comme faisaient à Rome les tribuns du peuple, quelquefois à soutenir le gouvernement contre le peuple, comme fait maintenant à Venise le Conseil des 10, et quelquefois à maintenir l'équilibre de part et d'autre, comme faisaient les efforts à Sparte. Le tribunat n'est point une partie constitutive de la cité, et ne doit avoir aucune portion de la puissance législative ni de l'exécutive, mais c'est en cela même que la sienne est plus grande, car ne pouvant rien faire, il peut tout empêcher. Il est plus sacré et plus révéré comme défenseur des lois que le prince qui les exécute et que le souverain qui les donne. C'est ce qu'on vit bien clairement à Rome quand ces fiers patriciens qui méprisèrent toujours le peuple entier furent forcés de fléchir devant un simple officier du peuple qui n'avait ni hospice ni juridiction. Le tribunat sagement tempéré est le plus ferme appui d'une bonne constitution, mais pour peu de force qu'il ait de trop, il renverse tout. À l'égard de la faiblesse, elle n'est pas dans sa nature, et pourvu qu'il soit quelque chose, il n'est jamais moins qu'il ne faut. Il dégénère en tyrannie quand il usurpe la puissance exécutive dont il n'est que le modérateur, et qu'il veut dispenser les lois qu'il ne doit que protéger. L'énorme pouvoir des efforts, qui fut sans danger tant que Sparte conserva ses mœurs, en accéléra la corruption commencée. Le sang d'Agis, égorgé par ses tyrans, fut vengé par son successeur. Le crime et le châtiment des efforts hâtèrent également la perte de la République, et après Cléomène, Sparte ne fut plus rien. Rome périt encore par la même voie, et le pouvoir excessif des tribuns usurpés par degrés servit enfin, à l'aide des lois faites pour la liberté, de sauvegarde aux empereurs qui la détruisirent. Quant au Conseil des 10 à Venise, c'est un tribunal de sang, horrible également aux patriciens et au peuple, et qui, loin de protéger hautement les lois, ne sert plus, après leur avilissement, qu'à porter dans les ténèbres des coups qu'on ose apercevoir. Le tribunat s'affaiblit comme le gouvernement par la multiplication de ses membres. Quand les tribuns du peuple romain, d'abord au nombre de 2 puis de 5, voulurent doubler ce nombre, le Sénat les laissa faire, bien sûr de contenir les uns par les autres, ce qui ne manqua pas d'arriver. Le meilleur moyen de prévenir les usurpations d'un si redoutable corps, moyen dont nul gouvernement ne s'est avisé jusqu'ici, serait de ne pas rendre ce corps permanent, mais de régler des intervalles durant lesquels il resterait supprimé. Ces intervalles, qui ne doivent pas être assez grands pour laisser aux abus le temps de s'affermir, peuvent être fixés par la loi, de manière qu'il soit aisé de les abréger au besoin par des commissions extraordinaires. Ce moyen me paraît sans inconvénient, parce que, comme je l'ai dit, le tribunat ne faisant point partie de la Constitution peut être ôté sans qu'elle en souffre, et il me paraît efficace
parce qu'un magistrat nouvellement rétabli ne part point du pouvoir qu'avait son prédécesseur, mais de celui que la loi lui donne. Chapitre 6. De la dictature. L'inflexibilité des lois, qui les empêche de se plier aux événements, peut en certains cas les rendre pernicieuses, et causer par elles la perte de l'État dans sa crise. L'ordre et la lenteur des formes demandent un espace de temps que les circonstances refusent quelquefois. Il peut se présenter 1000 cas auxquels le législateur n'a point pourvu, et c'est une prévoyance très nécessaire de sentir qu'on ne peut tout prévoir. Il ne faut donc pas vouloir affermir les institutions politiques jusqu'à s'ôter le pouvoir d'en suspendre l'effet. Sparte elle-même a laissé dormir ses lois. Mais il n'y a que les plus grands dangers qui puissent balancer celui d'altérer l'ordre public, et l'on ne doit jamais arrêter le pouvoir sacré des lois que quand il s'agit du salut de la patrie. Dans ces cas rares et manifestes, on pourvoit à la sûreté publique par un acte particulier qui en remet la charge aux plus dignes. Cette commission peut se donner de deux manières selon l'espèce du danger. Si pour y remédier il suffit d'augmenter l'activité du gouvernement, on le concentre dans un ou deux de ses membres. Ainsi ce n'est pas l'autorité des lois qu'on altère, mais seulement la forme de leur administration. Que si le péril est tel que l'appareil des lois soit un obstacle à s'en garantir, alors on nomme un chef suprême qui fasse taire toutes les lois et suspende un moment l'autorité souveraine. En pareil cas, la volonté générale n'est pas douteuse, et il est évident que la première intention du peuple est que l'État ne périsse pas. De cette manière, la suspension de l'autorité législative ne l'abolit point. Le magistrat qui la fait taire ne peut la faire parler, il la domine sans pouvoir la représenter. Il peut tout faire, excepté des lois. Le premier moyen s'employait par le Sénat romain, quand il chargeait les consuls par une formule consacrée de pourvoir au salut de la République. Le second avait lieu quand un des deux consuls nommait un dictateur, usage dont Albe avait donné l'exemple à Rome. Dans les commencements de la République, on eut très souvent recours à la dictature, parce que l'État n'avait pas encore une assiette assez fixe pour pouvoir se soutenir par la force de sa constitution. Les mœurs rendant alors superflues bien des précautions qui eussent été nécessaires dans un autre temps, on ne craignait ni qu'un dictateur abusât de son autorité, ni qu'il tentât de la garder au-delà du terme. Il semblait au contraire qu'un si grand pouvoir fût à charge à celui qui en était revêtu, tant il se hâtait de s'en défaire, comme si c'eût été un poste trop pénible et trop périlleux de tenir la place des lois. Aussi n'est-ce pas le danger de l'abus, mais celui de l'avilissement qui fait blâmer l'usage indiscret de cette suprême magistrature dans les premiers temps. Car tandis qu'on l'a prodiguée à des élections, à des dédicaces, à des choses de pure formalité, il était à craindre qu'elle ne devînt moins redoutable au besoin, et qu'on ne s'accoutumât à regarder comme un vain titre celui qu'on n'employait qu'à de vaines cérémonies. Vers la fin de la République, les Romains, devenus plus circonspects, ménagèrent la dictature avec aussi peu de raison qu'ils l'avaient prodiguée autrefois. Il était aisé de voir que leur crainte était mal fondée, que la faiblesse de la capitale faisait alors sa sûreté contre les magistrats qu'elle avait dans son sein, qu'un dictateur pouvait en certains cas défendre la liberté publique sans jamais y pouvoir attenter, et que les fers de Rome ne seraient point forgés dans Rome même, mais dans ses armées. Le peu de résistance que firent Marius à Sylla et Pompée à César montra bien ce qu'on pouvait attendre de l'autorité du dedans contre la force du dehors. Cette erreur leur fit faire de grandes fautes. Telle, par exemple, fut celle de n'avoir pas nommé un dictateur dans l'affaire de Catilina, car comme il n'était question que du dedans de la ville, et tout au plus de quelques provinces d'Italie, avec l'autorité sans borne que les lois donnaient aux dictateurs, il eût facilement dissipé la conjuration, qui ne fut étouffée que par un concours d'heureux hasards que jamais la prudence humaine ne devait attendre. Au lieu de cela, le Sénat se contenta de remettre tout son pouvoir au consul, d'où il arriva que Cicéron, pour agir efficacement, fut contraint de passer ce pouvoir dans un point capital, et que si les premiers transports de joie firent approuver sa conduite, ce fut avec justice que dans la suite on lui demanda compte du sang des citoyens versé contre les lois, reproche qu'on eût pu faire à un dictateur. Mais l'éloquence du consul entraîna tout, et lui-même, quoique romain, aimant mieux sa gloire que sa patrie, ne cherchait pas tant le moyen le plus légitime et le plus sûr de sauver l'État que celui d'avoir tout l'honneur de cette affaire. Aussi fut-il honoré justement comme libérateur de Rome et justement puni comme infracteur des lois. Quelque brillant qu'ait été son rappel, il est certain que ce fut une grâce. Au reste, de quelque manière que cette importante commission soit conférée, il importe d'en fixer la durée à un terme très court qui jamais ne puisse être prolongé. Dans les crises qui la font établir, l'État est bientôt détruit ou sauvé, et passé le besoin pressant, la dictature devient tyrannique ou vaine. À Rome, les dictateurs ne l'étant que pour 6 mois, la plupart abdiquèrent avant ce terme,
Si le terme eût été plus long, peut-être eussent-ils été tentés de le prolonger encore, comme firent les Decemvir celui d'une année. Le dictateur n'avait que le temps de pourvoir aux besoins qu'il avait fait élire, il n'avait pas celui de songer à d'autres projets. Chapitre 7. De la censure. De même que la déclaration de la volonté générale se fait par la loi, la déclaration du jugement public se fait par la censure. L'opinion publique est l'espèce de loi dont le censeur est le ministre, et qu'il ne fait qu'appliquer au cas particulier, à l'exemple du prince. Loin donc que le tribunal censorial soit l'arbitre de l'opinion du peuple, il n'en est que le déclarateur, et sitôt qu'il s'en écarte, ses décisions sont vaines et sans effet. Il est inutile de distinguer les mœurs d'une nation des objets de son estime, car tout cela tient au même principe et se confond nécessairement. Chez tous les peuples du monde, ce n'est point la nature, mais l'opinion qui décide du choix de leur plaisir. Redresser les opinions des hommes et leurs mœurs s'épureront d'elles-mêmes. On aime toujours ce qui est beau ou ce qu'on trouve tel, mais c'est sur ce jugement qu'on se trompe. C'est donc ce jugement qu'il s'agit de régler. Qui juge des mœurs juge de l'honneur, et qui juge de l'honneur prend sa loi de l'opinion. Les opinions d'un peuple naissent de sa constitution. Quoique la loi ne règle pas les mœurs, c'est la législation qui les fait naître. Quand la législation s'affaiblit, les mœurs dégénèrent, mais alors le jugement des censeurs ne fera pas ce que la force des lois n'aura pas fait. Il suit de là que la censure peut être utile pour conserver les mœurs, jamais pour les rétablir. Établissez des censeurs durant la vigueur des lois, sitôt qu'elles l'ont perdu, tout est désespéré. Rien de légitime n'a plus de force lorsque les lois n'en ont plus. La censure maintient les mœurs en empêchant les opinions de se corrompre, en conservant leur droiture par de sages applications, quelquefois même en les fixant lorsqu'elles sont encore incertaines. L'usage des seconds dans les duels, porté jusqu'à la fureur dans le royaume de France, y fut aboli par ces seuls mots d'un édit du roi, quant à ceux qui ont la lâcheté d'appeler des seconds. Ce jugement prévenant celui du public le détermina tout d'un coup. Mais quand les mêmes édits voulurent prononcer que c'était aussi une lâcheté de se battre en duel, ce qui est très vrai, mais contraire à l'opinion commune, le public se moqua de cette décision sur laquelle son jugement était déjà porté. J'ai dit ailleurs que, l'opinion publique n'étant point soumise à la contrainte, il n'en fallait aucun vestige dans le tribunal établi pour la représenter. On ne peut trop admirer avec quel art ce ressort entièrement perdu chez les modernes était mis en œuvre chez les Romains, et mieux chez les Lacédémoniens. Un homme de mauvaise mœurs, ayant ouvert un bon avis dans le conseil de Sparte, les efforts, sans en tenir compte, firent proposer le même avis par un citoyen vertueux. Quel honneur pour l'un, quelle honte pour l'autre, sans avoir donné ni louange ni blâme à aucun des deux. Certains ivrognes de Samos souillèrent le tribunal des efforts, le lendemain par édit public, il fut permis aux Samiens d'être des vilains. Un vrai châtiment eût été moins sévère qu'une pareille impunité. Quand Sparte a prononcé sur ce qui est ou n'est pas honnête, la Grèce n'appelle pas de ses jugements. Chapitre 8. De la religion civile. Les hommes n'eurent point d'abord d'autres rois que les dieux, ni d'autres gouvernements que la théocratie. Les hommes n'eurent point d'abord d'autres rois que les dieux, ni d'autres gouvernements que le théocratique. Ils firent le raisonnement de Caligula, et alors ils raisonnaient juste. Il faut une longue altération de sentiments et d'idées pour qu'on puisse se résoudre à prendre son semblable pour maître, et se flatter qu'on s'en trouvera bien. De cela seul qu'on mettait Dieu à la tête de chaque société politique, il s'ensuivit qu'il y eut autant de dieux que de peuples. Deux peuples étrangers l'un à l'autre, et presque toujours ennemis, ne purent longtemps reconnaître un même maître. Deux armées se livrant bataille ne sauraient obéir au même chef. Ainsi des divisions nationales résulta le polythéisme, et de là l'intolérance théologique et civile qui naturellement est la même, comme il sera dit ci-après. La fantaisie qu'eurent les Grecs de retrouver leur Dieu chez les peuples barbares vint de celle qu'ils avaient aussi de se regarder comme les souverains naturels de ces peuples. Mais c'est de nos jours une érudition bien ridicule que celle qui roule sur l'identité des dieux de diverses nations, comme si Moloch, Saturne et Chronos pouvaient être le même dieu, comme si le Baal des Phéniciens, le Zeus des Grecs et le Jupiter des Latins pouvaient être le même, comme s'ils pouvaient rester quelque chose commun à des êtres chimériques portant des noms différents. Que si l'on demande comment dans le paganisme, où chaque État avait son culte et ses dieux, il n'y avait point de guerre de religion, je réponds que c'était par cela même que chaque État ayant son culte propre, aussi bien que son gouvernement, ne distinguait point ses dieux de ses lois. La guerre politique était aussi théologique. Les départements des dieux étaient, pour ainsi dire, fixés par les bornes des nations.
Le Dieu d'un peuple n'avait aucun droit sur les autres peuples. Les dieux des païens n'étaient point des dieux jaloux. Ils partageaient entre eux l'empire du monde. Moïse même et le peuple hébreu se prêtaient quelquefois à cette idée en parlant du Dieu d'Israël. Ils regardaient, il est vrai, comme nuls, les dieux des Chananéens, peuple proscrit, voués à la destruction, et dont ils devaient occuper la place, mais voyaient comment ils parlaient des divinités des peuples voisins qu'il leur était défendu d'attaquer. La possession de ce qui appartient à Chamos, votre Dieu, disait Jephthé aux Ammonites, ne vous est-elle pas légitimement due? Nous possédons au même titre les terres que notre Dieu vainqueur s'est acquises. C'était là, ce me semble, une parité bien reconnue entre les droits de Chamos et ceux du Dieu d'Israël. Mais quand les Juifs, soumis au roi de Babylone et dans la suite au roi de Syrie, voulurent s'obstiner à ne reconnaître aucun autre Dieu que le leur, ce refus, regardé comme une rébellion contre le vainqueur, leur attira les persécutions qu'on lit dans leur histoire et dont on ne voit aucun autre exemple avant le christianisme. Chaque religion étant donc uniquement attachée aux lois de l'État qui la prescrivait, il n'y avait point d'autre manière de convertir un peuple que de la servir, ni d'autre missionnaire que les conquérants, et l'obligation de changer de culte étant la loi des vaincus, il fallait commencer par vaincre avant d'en parler. Loin que les hommes combattissent pour les dieux, c'était comme dans Homère les dieux qui combattaient pour les hommes. Chacun demandait aux siens la victoire et la payait par de nouveaux autels. Les Romains, avant de prendre une place, sommaient ces dieux de l'abandonner, et quand ils laissaient aux Tarentins leurs dieux irrités, c'est qu'ils regardaient alors ces dieux comme soumis aux leurs et forcés de leur faire hommage. Ils laissaient aux vaincus leurs dieux comme ils leur laissaient leurs lois. Une couronne au Jupiter du Capitole était souvent le seul tribut qu'ils imposaient. Enfin, les Romains, ayant étendu avec leur empire leur culte et leurs dieux, et ayant souvent eux-mêmes adopté ceux des vaincus en accordant aux uns et aux autres le droit de citer, les peuples de ce vaste empire se trouvèrent insensiblement avoir des multitudes de dieux et de cultes, à peu près les mêmes partout. Et voilà comment le paganisme ne fut enfin dans le monde connu qu'une seule et même religion. Ce fut dans ces circonstances que Jésus vint établir sur la terre un royaume spirituel, ce qui, séparant le système théologique du système politique, fit que l'État cessa d'être un, et causa les divisions intestines qui n'ont jamais cessé d'agiter les peuples chrétiens. Or, cette idée nouvelle d'un royaume de l'autre monde n'ayant plus jamais entré dans la tête des païens, ils regardèrent toujours les chrétiens comme de vrais rebelles, qui, sous une hypocrite soumission, ne cherchaient que le moment de se rendre indépendants et maîtres, et d'usurper adroitement l'autorité qu'ils feignaient de respecter dans leur faiblesse. Telle fut la cause des persécutions. Ce que les païens avaient craint est arrivé. Alors tout a changé de face. Les humbles chrétiens ont changé de langage, et bientôt on a vu ce prétendu royaume de l'autre monde devenir sous un chef visible le plus violent despotisme dans celui-ci. Cependant, comme il y a toujours eu un prince et des lois civiles, il a résulté de cette double puissance un perpétuel conflit de juridiction qui a rendu toute bonne politie impossible dans les États chrétiens, et l'on n'a jamais pu venir à bout de savoir auquel du maître ou du prêtre on était obligé d'obéir. Plusieurs peuples, cependant, même dans l'Europe ou à son voisinage, ont voulu conserver ou rétablir l'ancien système, mais sans succès. L'esprit du christianisme a tout gagné. Le culte sacré est toujours resté, ou redevenu indépendant du souverain, et sans liaison nécessaire avec le corps de l'État. Mahomet eut des vues très saines, il y a bien son système politique. Et tant que la forme de son gouvernement subsista sous les califes ses successeurs, ce gouvernement fut exactement un, et bon en cela. Mais les Arabes, devenus florissants, lettrés, polis, mous et lâches, furent subjugués par des barbares. Alors la division entre les deux puissances recommença, quoiqu'elle soit moins apparente chez les Mahométans que chez les chrétiens. Elle y est pourtant, surtout dans la secte d'Ali, et il y a des États tels que la Perse, où elle ne cesse de se faire sentir. Parmi nous, les rois d'Angleterre se sont établis chefs de l'Église, autant en ont fait les tsars. Mais, par ce titre, ils s'en sont moins rendus les maîtres que les ministres. Ils ont moins acquis le droit de la changer que le pouvoir de la maintenir. Ils ne sont pas législateurs, ils n'y sont que princes. Partout où le clergé fait un corps, il est maître et législateur dans sa partie. Il y a donc deux puissances, deux souverains, en Angleterre et en Russie, tout comme ailleurs. De tous les auteurs chrétiens, le philosophe Hobbes est le seul qui ait bien vu le mal et le remède, qui ait osé proposer de réunir les deux têtes de l'aigle, et de tout ramener à l'unité politique, sans laquelle jamais État ni gouvernement ne sera bien constitué.
Mais il a dû voir que l'esprit dominateur du christianisme était incompatible avec son système et que l'intérêt du prêtre serait toujours plus fort que celui de l'État. Ce n'est pas tant ce qu'il y a d'horrible et de faux dans sa politique que ce qu'il y a de juste et de vrai qui l'a rendue odieuse. Je crois qu'en développant sous ce point de vue les faits historiques, on réfuterait aisément les sentiments opposés de Bale et de Warburton, dont l'un prétend que nulle religion n'est utile au corps politique, et dont l'autre soutient au contraire que le christianisme en est le plus ferme appui. On prouverait au premier que jamais État ne fut fondé que la religion ne lui servit de base, et au second que la loi chrétienne est au fond plus nuisible qu'utile à la forte constitution de l'État. Pour achever de me faire entendre, il ne faut que donner un peu plus de précision aux idées trop vagues de religion relatives à mon sujet. La religion considérée par rapport à la société, qui est ou générale ou particulière, peut aussi se diviser en deux espèces, savoir la religion de l'homme et celle du citoyen. La première, sans temple, sans autel, sans rite, bornée au culte purement intérieur du Dieu suprême et aux devoirs éternels de la morale, est la pure et simple religion de l'Évangile, le vrai théisme, et ce qu'on peut appeler le droit divin naturel. L'autre, inscrite dans un seul pays, lui donne ses dieux, ses patrons propres et tutélaires. Elle a ses dogmes, ses rites, son culte extérieur prescrit par des lois. Or, la seule nation qui la suit, tout est pour elle infidèle, étranger, barbare, elle n'étend les devoirs et les droits de l'homme qu'aussi loin que ses autels. Telles furent toutes les religions des premiers peuples, auxquelles on peut donner le nom de droit divin civil ou positif. Il y a une troisième sorte de religion plus bizarre, qui, donnant aux hommes deux législations, deux chefs de patrie, les soumet à des devoirs contradictoires et les empêche de pouvoir être à la fois dévots et citoyens. Telle est la religion des lamas, telle est celle des Japonais, tel est le christianisme romain. On peut appeler celle-ci la religion du prêtre. Il en résulte une sorte de droit mixte et insociable, qui n'a point de nom. À considérer politiquement ces trois sortes de religions, elles ont toutes leurs défauts. La troisième est si évidemment mauvaise que c'est perdre le temps de s'amuser à le démontrer. Tout ce qui rompt l'unité sociale ne vaut rien. Toutes les institutions qui mettent l'homme en contradiction avec lui-même ne valent rien. La seconde est bonne en ce qu'elle réunit le culte divin et l'amour des lois, et que faisant de la patrie l'objet de l'adoration des citoyens, elle leur apprend que servir l'État c'est en servir le Dieu tutélaire. C'est une espèce de théocratie, dans laquelle on ne doit point avoir d'autres pontifes que le prince, ni d'autres prêtres que les magistrats. Alors mourir pour son pays, c'est aller au martyre, violer les lois, c'est être impie, et soumettre un coupable à l'exécration publique, c'est le dévouer au courroux des dieux. Sacer estode. Mais elle est mauvaise en ce qu'étant fondée sur l'erreur et sur le mensonge, elle trompe les hommes, les rend crédules superstitieux, et noie le vrai culte de la divinité dans un vain cérémonial. Elle est mauvaise encore quand, devenant exclusive et tyrannique, elle rend un peuple sanguinaire et intolérant, en sorte qu'il ne respire que meurtre et massacre, et croit faire une action sainte en tuant quiconque n'admet pas ses dieux. Cela met un tel peuple dans un état naturel de guerre avec tous les autres, très nuisible à sa propre sûreté. Reste donc la religion de l'homme, ou le christianisme, non pas celui d'aujourd'hui, mais celui de l'Évangile, qui en est tout à fait différent. Par cette religion sainte, sublime, véritable, les hommes, enfants du même Dieu, se reconnaissent tous pour frères, et la société qui les unit ne se dissout pas même à la mort. Mais cette religion, n'ayant nulle relation particulière avec le corps politique, laisse aux lois la seule force qu'elles tirent d'elles-mêmes, sans leur en ajouter aucune autre, et par là un des grands liens de la société particulier reste sans effet. Bien plus, loin d'attacher les cœurs des citoyens à l'État, elle les en détache comme de toutes les choses de la terre. Je ne connais rien de plus contraire à l'esprit social. On nous dit qu'un peuple de vrais chrétiens formerait la plus parfaite société que l'on puisse imaginer. Je ne vois à cette supposition qu'une grande difficulté, c'est qu'une société de vrais chrétiens ne serait plus une société d'hommes. Je dis même que cette société supposée ne serait avec toute sa perfection ni la plus forte ni la plus durable. À force d'être parfaite, elle manquerait de liaison. Son vice destructeur serait dans sa perfection même. Chacun remplirait son devoir, le peuple serait soumis aux lois, les chefs seraient justes et modérés, les magistrats intègres incorruptibles, les soldats mépriseraient la mort, il n'y aurait ni vanité ni luxe. Tout cela est fort bien, mais voyons plus loin. Le christianisme est une religion toute spirituelle, occupée uniquement des choses du ciel. La patrie du chrétien n'est pas de ce monde. Il fait son devoir, il est vrai, mais il le fait avec une profonde indifférence sur le bon ou mauvais succès de ses soins. Pourvu qu'il n'ait rien à se reprocher, peu lui importe que tout aille bien ou mal ici-bas. Si l'État est florissant,
À peine ose-t-il jouir de la félicité publique, il craint de s'enorgueillir de la gloire de son pays. Si l'État dépérit, il bénit la main de Dieu qui s'appesantit sur son peuple. Pour que la société fût paisible et que l'harmonie se maintînt, il faudrait que tous les citoyens sans exception fussent également bons chrétiens. Mais si malheureusement il s'y trouve un seul ambitieux, un seul hypocrite, un Catilina par exemple, un Cromwell, celui-là très certainement aura bon marché de ses peu compatriotes. La charité chrétienne ne permet pas aisément de penser mal de son prochain. Dès qu'il aura trouvé par quelques ruses l'art de leur en imposer et de s'emparer d'une partie de l'autorité publique, voilà un homme constitué en dignité. Dieu veut qu'on le respecte, bientôt voilà une puissance. Dieu veut qu'on lui obéisse, le dépositaire de cette puissance en abuse-t-il? C'est la verge dont Dieu punit ses enfants. On se ferait conscience de chasser l'usurpateur, il faudrait troubler le repos public, user de violence, verser du sang. Tout cela s'accorde mal avec la douceur du chrétien. Et après tout, qu'importe qu'on soit libre ou serf dans cette vallée de misère. L'essentiel est d'aller en paradis, et la résignation n'est qu'un moyen de plus pour cela. Survient-il quelque guerre étrangère? Les citoyens marchent sans peine au combat. Nul d'entre eux ne songe à fuir, ils font leur devoir, mais sans passion pour la victoire. Ils savent plutôt mourir que vaincre. Qu'ils soient vainqueurs ou vaincus. Qu'importe, la Providence ne sait-elle pas mieux qu'eux ce qu'il leur faut? Qu'on imagine quel parti un ennemi fier, impétueux, passionné peut tirer de leur stoïcisme. Mettez vis-à-vis d'eux ces peuples généreux que dévorait l'ardent amour de la gloire et de la patrie. Supposez votre république chrétienne vis-à-vis de Sparte ou de Rome. Les pieux chrétiens seront battus, écrasés, détruits, avant d'avoir eu le temps de se reconnaître, ou ne devront leur salut qu'au mépris de leur ennemi qu'on sauvera pour eux. C'était un beau serment à mon gré que celui des soldats de Fabius. Ils ne jurèrent pas de mourir ou de vaincre, ils jurèrent de revenir vainqueurs, et tinrent leur serment. Jamais des chrétiens n'en eussent fait un pareil. Ils auraient cru tenter Dieu. Mais je me trompe en disant une république chrétienne. Chacun de ces deux mots exclut l'autre. Le christianisme ne prêche que servitude et dépendance. Son esprit est trop favorable à la tyrannie pour qu'elle n'en profite pas toujours. Les vrais chrétiens sont faits pour être esclaves. Ils le savent et ne s'en émeuvent guère. Cette courte vie a trop peu de prise à leurs yeux. Les troupes chrétiennes sont excellentes, nous dit-on. Je le nie. Qu'on m'en montre de telles. Quant à moi, je ne connais point de troupes chrétiennes. On me citera les croisades. Sans disputer sur la valeur des croisés, je remarquerai que, bien loin d'être des chrétiens, c'étaient des soldats du prêtre, c'étaient des citoyens de l'Église. Ils se battaient pour son pays spirituel, qu'elle avait rendu temporel on ne sait comment. À le bien prendre, ceci rentre sous le paganisme. Comme l'Évangile n'établit point une religion nationale, toute guerre sacrée est impossible parmi les chrétiens. Sous les empereurs païens, les soldats chrétiens étaient braves. Tous les auteurs chrétiens l'assurent, et je le crois. C'était une émulation d'honneur contre les troupes païennes. Dès que les empereurs furent chrétiens, cette émulation ne subsista plus, et quand la croix eut chassé l'aigle, toute la valeur romaine disparut. Mais laissant à part les considérations politiques, revenons au droit, et fixons les principes sur ce point important. Le droit que le pacte social donne aux souverains sur les sujets ne passe point, comme je l'ai dit, les bornes de l'utilité publique. Les sujets ne doivent donc compte aux souverains de leurs opinions, qu'autant que ces opinions importent à la communauté. Or, il importe bien à l'État que chaque citoyen ait une religion qui lui fasse aimer ses devoirs, mais les dogmes de cette religion n'intéressent ni l'État, ni ses membres, qu'autant que ces dogmes se rapportent à la morale et au devoir que celui qui la professe est tenu de remplir envers autrui. Chacun peut avoir au surplus telles opinions qu'il lui plaît, sans qu'il appartienne au souverain d'en connaître. Car comme il n'a point de compétence dans l'autre monde, quel que soit le sort des sujets dans la vie à venir, ce n'est pas son affaire, pourvu qu'il soit bon citoyen dans celle-ci. Il y a donc une profession de foi purement civile dont il appartient au souverain de fixer les articles, non pas précisément comme dogme de religion, mais comme sentiment de sociabilité, sans lesquels il est impossible d'être bon citoyen ni sujet fidèle. Sans pouvoir obliger personne à les croire, il peut bannir de l'État quiconque ne les croit pas. Il peut le bannir non comme impie, mais comme insociable, comme incapable d'aimer sincèrement les lois, la justice, et d'immoler au besoin sa vie à son devoir. Que si quelqu'un, après avoir reconnu publiquement ces mêmes dogmes, se conduit comme ne les croyant pas, qu'il soit puni de mort. Il a commis le plus grand des crimes, il a menti devant les lois. Les dogmes de la religion civile doivent être simples, en petit nombre, énoncés avec précision sans explication ni commentaire. L'existence de la divinité puissante, intelligente, bienfaisante, prévoyante et pourvoyante, la vie à venir, le bonheur des justes, le châtiment des méchants, la sainteté du contrat social et des lois,
Voilà les dogmes positifs. Quant aux dogmes négatifs, je les borne à un seul. C'est l'intolérance. Elle rentre dans les cultes que nous avons exclus. Ceux qui distinguent l'intolérance civile et l'intolérance théologique se trompent, à mon avis. Ces deux intolérances sont inséparables. Il est impossible de vivre en paix avec des gens qu'on croit damnés. Les aimer serait haïr Dieu qui les punit. Il faut absolument qu'on les ramène, ou qu'on les tourmente. Partout où l'intolérance théologique est admise, il est impossible qu'elle n'ait pas quelque effet civil. Et sitôt qu'elle en a, le souverain n'est plus souverain, même au temporel. Dès lors, les prêtres sont les vrais maîtres. Les rois ne sont que leurs officiers. Maintenant qu'il n'y a plus et qu'il ne peut plus y avoir de religion nationale exclusive, on doit tolérer toutes celles qui tolèrent les autres, autant que leurs dogmes n'ont rien de contraire aux devoirs du citoyen. Mais quiconque ose dire « hors de l'Église, point de salut » doit être chassé de l'État, à moins que l'État ne soit l'Église et que le prince ne soit le pontife. Un tel dogme n'est bon que dans un gouvernement théocratique. Dans tout autre, il est pernicieux. La raison sur laquelle on dit qu'Henri IV embrassa la religion romaine la devrait faire quitter à tout honnête homme, et surtout à tout prince qui saurait raisonner. Chapitre 9. Conclusion. Après avoir posé les vrais principes du droit politique et tâché de fonder l'État sur sa base, il resterait à l'appuyer par ses relations externes, ce qui comprendrait le droit des gens, le commerce, le droit de la guerre, et les conquêtes, le droit public, les ligues, les négociations, les traités, etc. Mais tout cela forme un nouvel objet trop vaste pour ma courte vue. J'aurais dû la fixer toujours plus près de moi. Fin du livre 4e. Et c'est donc également la fin du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Nous passons à l'outro de ce live, les amis. Et je m'en vais vous reparler dans le chat du coup. J'ai vu qu'il y avait quelques arrivants. Alors j'espère que vous êtes encore là. Du coup, bonsoir Princess Crow. Comment tu vas Princess? Ça fait plaisir de te voir parmi nous. Pipapou papou, je lis en diagonale, hein, j'essaie d'aller vite. Donc si j'oublie une information capitale que vous avez mis dans le chat, dites-le moi. Ok. J'accueille également Crunedor et Elysium. Bonsoir à vous tous. Bienvenue Crunedor, Elysium, Princess Crow. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Que des gens que j'apprécie dans le chat, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Comment vous allez tout le monde? Et oui Elysium, cette chevelure n'a pas de fin, même si je songe à tout couper très bientôt. Et du coup, au revoir Fallen Angel, du coup. Merci d'être passé. Et bon courage pour déneiger. Et oui, on peut s'applaudir, clap clap, ouais. On a terminé. Écoutez, cette lecture m'aura beaucoup plu personnellement. Là, dans la fin, c'est encore plus sujet à controverse, on va dire. Mais je trouve que notamment le chapitre sur la dictature et le chapitre sur la religion civile, je trouve que c'est des chapitres hyper intéressants. Parce que c'est peut-être un peu des sujets tabous. C'est peut-être un peu des sujets compliqués à... compliqués à appréhender en groupe, je dirais. Ça tend à polémique, comme je disais. Mais ce sont des sujets importants, je trouve, et dont il faut savoir parler sans... Enfin, comment dire, sans véhémence, dont il faut savoir parler avec recul, dont il faut savoir parler en étant calme, etc. Et je trouve que c'est hyper important. Donc ouais, je trouve ça hyper intéressant que Rousseau en ait parlé. Je m'y attendais pas du tout pour le coup. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un chapitre sur la religion. Et je trouve que ce qu'il dit est très très intéressant. Le fait que dans sa thèse, en gros, dans sa théorie perso, le fait qu'il lie vachement la religion
en fait, qui lie historiquement, entre guillemets, la religion au gouvernement en disant que c'est limite le fait de la religion qui a toujours précédé au gouvernement jusqu'à son époque. Je trouve ça hyper intéressant, et du coup le fait que petit à petit dans l'histoire on s'en est détaché et que l'État et le clergé entre guillemets sont devenus vraiment distincts, et du coup ça suit vraiment les réflexions de Rousseau, et je trouve ça hyper intéressant quoi. C'est bien trouvé je trouve. Et c'est des liens intéressants à remarquer et à étudier quoi. Et la dictature, j'ai bien aimé également parce que du coup, la dictature, grosso modo, il l'a expliqué, mais je le réexplicite peut-être parce que c'est vrai que ça, je le savais déjà. Par exemple, la dictature au temps des Romains, c'était pas du tout la dictature comme on l'entend actuellement. En fait, la dictature au temps des Romains, c'était genre quand ça sentait la merde, quand c'était la merde au gouvernement, ou bien quand c'était la merde dans le pays, par exemple, on disait ok, on élit un dictateur pour 6 mois. Et tu nous caries. Soit tu nous sors de la merde et on reprend notre système normal, soit tu nous sors pas de la merde et de toute façon c'est la fin de notre système politique. Et en fait, voilà, c'était un peu... Le dictateur, c'était un peu le Joker, comment dire, pour qu'il soit plus efficace, en fait, pour qu'il soit plus efficace, que ce soit plus d'une seule voix, etc. Donc, c'était peut-être plus facilement corruptible, etc., bien que Rousseau nous donne des arguments pour dire que non. Mais c'est intéressant aussi de savoir comment ça a pu fonctionner. Et enfin, je trouve que ce texte nous permet vachement de voir à quel point les mots peuvent changer de sens. Et c'est pour ça aussi que j'aime pas les cases. C'est ce que je disais dans un live précédent. C'est pour ça que j'aime pas les cases. C'est pour ça que j'aime pas qu'on dise un tel ou un tel pense de telle manière. J'aime pas qu'on dise un tel il est communiste, un tel il est nationaliste, un tel, etc., etc. Parce que c'est des mots vides de sens, je trouve. Et on le voit avec Rousseau. Tous les mots qu'il a définis sont définis selon son point de vue. Et on peut être en accord avec, comme on peut ne pas l'être, parce que il y a plein d'assertions des mots qu'il a employés qui ne sont pas employés de la même manière aujourd'hui. Donc c'est hyper intéressant je trouve. Enfin bon, bref. Du contrat social, Jean-Jacques Rousseau, c'est l'une de mes lectures politiques préférées. Après, j'ai pas eu beaucoup de traités politiques, je l'avoue, mais en tout cas, en texte de philosophie et de politique, c'est l'un de mes favoris. Je le trouve très intéressant. Encore une fois, je le répète parce qu'il faut être clair là-dessus. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est énoncé dans ce bouquin, mais je le trouve hyper intéressant. Ouais, je suis très content d'en avoir refait la lecture avec vous en live et d'avoir un petit peu pu dialoguer sur ces sujets avec vous. Alors, Elysium, je me rappelle en cours, c'était celui qui devait faire les décisions, en mode c'est lui qui porte les clés de la ville et il peut nous jeter dehors et fermer les portes. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. C'était le mec qui devait vite prendre des décisions et extirper, entre guillemets, le peuple de la situation de merde dans laquelle ils étaient, quoi. Bref, on en a terminé avec du contrat social de Rousseau. Dites-moi si... à l'avenir, ça vous intéresse qu'on refasse des lectures philosophiques et ou philosophico-politiques. Ça dépendra de votre avis sur cette lecture. Je redis mon avis, mais je redonne mon avis très rapidement. J'ai trouvé ça super sympa, mais c'est vrai que c'était très costaud. Voilà, je suis d'accord avec Crunédor. C'était très sympa, mais c'est costaud. C'est peut-être un peu indigeste, donc je pense que ce sera des lectures à faire avec parcimonie. Moi ça m'a plu et je suis ouvert à en refaire à l'avenir, mais si j'en refais, déjà ce sera peut-être que philosophique, pas philosophico-politique, et ça sera peut-être aussi voilà, avec parcimonie quoi, une lecture de philosophie, je sais pas, tous les 6 mois par exemple, je dis n'importe quoi. De temps en temps ça peut changer de genre de lecture, nous dit Elysium. Ouais voilà, je pense qu'on continuera là-dessus, peut-être une fois de temps en temps. Par exemple là j'ai un texte de Freud. Princess Crow, ça serait cool, oui, c'est vraiment un moyen de s'ouvrir à la réflexion. Ah bah ça me fait plaisir de voir que ça peut plaire. Bah du coup je suis conquis, vous m'avez convaincu.
Bah du coup c'est vraiment cool. Je pense que dorénavant, dans les temps à venir, je vais me cantonner un maximum à des œuvres de fiction et à des longues œuvres. Puis, une fois de temps en temps, je referai un recueil de poésie ou un texte philosophique du coup. Mais c'est vrai que là, je commence à être en manque d'œuvres un peu longues, un peu consistantes. Donc, la prochaine œuvre sera une œuvre très lourde, très très lourde, même plus lourde qu'on n'en a jamais fait, je pense. Et donc, bien que c'était le dernier live de lecture de la saison et de l'année ce soir, et je vous remercie de m'avoir accompagné pour ce live, ça fait plaisir. Comme ça, je vous dis un peu au revoir en même temps. En vrai, je suis émotion. Je suis émotion de devoir... Enfin, de devoir... d'arrêter les lives de lecture. C'est moi qui ai pris la décision, mais bon. En tout cas, je reviendrai avec une lecture en début janvier. Et je mettrai un sondage sur Facebook, sur Twitter, sur Discord. Mais si vous voulez me dire votre avis déjà sur le chat... Twitch, il n'y a pas de souci, ou dans les commentaires sur YouTube, pas de souci, ça sera aussi comptabilisé. Et du coup, je vais vous faire la présentation rapide de vos choix. À savoir, La peau de chagrin d'Honoré de Balzac, Crime et châtiment de Fyodor Dostoïevski et L'homme qui rit de Victor Hugo. Je vais entrer un tout petit peu plus dans le détail pour peut-être vous aiguiller un petit peu. En lisant vite fait la 4ème de couverture. Bah là, il n'y a pas de 4ème de couverture, donc c'est génial. Mince. J'aurais bien aimé vous dire un petit peu de quoi il retourne. Bon, en tout cas... Voilà. En tout cas, La peau de chagrin d'Honoré de Balzac, ça fait 300 pages. Je sais que peu de gens aiment... Enfin, en tout cas, dans mes années où j'étudiais, peu de gens aimaient Balzac, alors que moi, je l'ai découvert avec ça. Et je pense que c'est vachement circonstanciel de par quelle œuvre on le découvre. Et donc moi, je l'ai découvert avec La peau de chagrin. Je l'ai vraiment kiffé, j'ai beaucoup aimé ce texte. La peau de chagrin qui est un texte fantastique. Ce qui est étonnant, on se dirait pas forcément que c'est un livre fantastique. Enfin, on se dirait pas forcément que Balzac écrivait du fantastique, mais ça lui arrive. Enfin, ça lui est arrivé, notamment avec La peau de chagrin. Donc, on a au choix La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. On a ensuite Crime et châtiment de Fyodor Dostoïevski. Je vous lis très vite fait la 4ème de couverture. Journal de Raskolnikov. Raskolnikov se mit à trembler de tout son corps comme un homme frappé d'un coup terrible. Mais, alors, qui est l'assassin ? Balbutia-t-il d'une voix entrecoupée. Porfir Petrovitch se renversa sur sa chaise, de l'air d'un homme stupéfait par une question abracadabrante. Comment, qui est l'assassin ? Répéta-t-il comme s'il n'en pouvait croire ses oreilles. Mais c'est vous. Donc voilà, un petit avant-goût de Crime et châtiment, Fyodor Dostoïevski. Et enfin, L'homme qui rit de Victor Hugo. Attendez, petit historique encore une fois pour vous expliquer un petit peu. Fyodor Dostoïevski, du coup, j'ai jamais lu en entier pour le coup. Et là, pour le coup, c'est un gros ouvrage de 650 pages. À peu près. J'en ai lu, je pense, 200. J'en ai lu 200 au collège. C'était bien. Mais j'avais d'autres livres à lire pour les cours. Donc j'en ai lu 200 au collège et je me suis arrêté à 200. Il y en a 650, donc c'est un bon bébé. Mais c'est sympa. En tout cas, le peu que j'ai lu m'en laisse un bon souvenir. Et j'ai toujours été curieux de le lire en entier et d'enfin découvrir le fin mot de l'histoire. Parce que le début de l'histoire était très entraînant, je trouve. Malgré que ça soit un énorme pavé, j'ai un souvenir d'un début d'histoire
très rapide et vif et que ça m'avait vraiment pris dans le truc, quoi. Bref, dernière chose, dernier choix, L'homme qui rit de Victor Hugo. Je vous lis la 4e de couverture. Angleterre, fin du XVIIe siècle. Un jeune lord est enlevé par une troupe de brigands et mutilé, la bouche fendue jusqu'aux oreilles. Abandonné durant une nuit d'hiver, l'enfant trouve refuge auprès d'un philosophe ambulant et devient saltimbanque, parcourant les routes et haranguant les foules aux côtés de son nouveau protecteur. C'est le début de 15 années d'errance pour celui qu'on surnommera, en référence à son visage défiguré, l'homme qui rit. Mais derrière ce sourire forcé se cache une âme révoltée par l'arrogance de la noblesse. Voilà, L'homme qui rit de Victor Hugo. Pareil, un bon gros bébé, un bon gros pavé, qui fait... Bah, c'est même le plus gros de tous, écoutez. Qui fait 760 pages. Waouh. 760 pages. Je l'ai déjà lu. Je l'ai beaucoup apprécié. Celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Après, à l'oral, je ne sais pas si c'est celui qui va le mieux passer. Dans le sens où le style de Victor Hugo, je ne le trouve pas très... Ouais, je le trouve pas très... Je trouve pas le terme, c'est terrible. Pas très facile de le faire à l'oral, tout simplement, bref. Mais en tout cas, c'est une très bonne lecture, et je l'avais déjà dit dans divers lives, mais je le redis, j'en ai déjà fait même la lecture à haute voix. C'est-à-dire que ça doit faire au moins 4-5 ans facilement, peut-être même plus, peut-être 5-6 ans. J'étais sur la plage avec mon cousin, on était en vacances, et tous les jours on allait sur la plage, on allait se baigner, et après la baignade, je prenais L'homme qui rit, et je lisais à haute voix des chapitres, et après avec mon cousin on était en mode putain il s'est passé ça, wow, c'est ouf, putain il fait ça, là. Enfin voilà. Donc c'était un peu notre feuilleton de l'été, et bizarrement, et c'était vraiment sympa, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bref, voilà, je vous ai donné tous les choix disponibles. Comme je le disais, si ça vous intéresse de voter, de vous donner votre avis, n'hésitez pas dans les commentaires, sur le chat Twitch, et je le remettrai sur Twitter, Facebook et Discord dans les semaines à venir. Je vous remettrai un sondage, un vote. Donc voilà, ce sera soit La peau de chagrin d'Honoré de Balzac, soit Crime et châtiment de Dostoïevski, soit L'homme qui rit de Victor Hugo. Une bonne grosse lecture pour reprendre les lives de lecture à partir de début janvier. Je me répète, mais du coup, plus de live de lecture pour cette fin d'année. Ça me fait super plaisir de faire toutes les lectures qu'on a pu faire cette année. Je pense qu'on en a fait beaucoup en vrai. Je pense qu'on en a fait beaucoup cette année. Je sais même plus les titres, mais je pense qu'on en a fait pas mal. Je pense qu'on a dû faire le Sherlock Holmes, on a dû faire le Pinocchio, on a dû faire Edgar Allan Poe, on a dû faire quoi d'autre ? Gargantua. Enfin, on a fait pas mal de choses cette année. Aussi de la poésie. Enfin, ouais, on a fait vraiment beaucoup de choses. En fait, c'est terrible. Enfin, c'est terrible, c'est fou, en fait, j'en reviens pas. Bref, je suis très content de cette année de live. C'est pas terminé. Les lives de lecture, c'est mon activité principale, on va dire. Et j'y mets fin jusqu'à début janvier. Mais je trouverai encore le temps, une fois de temps en temps, de faire un live de découverte. Donc là, tous les 3 jours, je vais continuer, tous les 3 jours, à faire un live de découverte de l'univers de League of Legends. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve demain à 21h pour, je ne sais plus quelle nouvelle, je ne sais plus quel est le nom de la nouvelle, mais je sais qu'elle a rapport au personnage de Braum. Je crois que ça s'appelle le jeune troll, et que ça a rapport au personnage de Braum, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, tous les 3 jours jusqu'à début décembre. Et après, en décembre, une fois de temps en temps, il y aura un live quand j'ai le temps. Sinon, plus de live jusqu'à début janvier. Encore une fois, en vrai, je suis émotion, c'est bizarre. Pourtant, j'ai déjà fait plein de pauses dans mes lectures, mais je sais pas, je suis émotion. Bref, merci à tous de m'avoir suivi pour cette année de lecture, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous pour vos retours. Même sur YouTube, merci pour vos retours, etc. Ça fait extrêmement plaisir. Encore aujourd'hui, j'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé une note qu'elle a eu à un devoir. Bah, c'est Petit Poulpe Décidant m'a envoyé sa note qu'elle a eu à un devoir qu'elle a pu étudier en partie grâce à mes lives.
Ça me fait super plaisir. Enfin, c'est juste trop cool. Donc merci à vous tous. Du fond des cœurs, c'est très motivant et ça fait de la joie. Je lis vite fait tout ce que je peux lire dans le chat vite fait. En effet, je vais faire du jeu de rôle, mais c'est pas à cause du jeu de rôle que j'arrête les lives. Hein. Je vous ai déjà donné les raisons du pourquoi et du comment j'arrête les lives en cette fin d'année. Alors... Elysium qui harangue pour le JDR, quoi. Honoré de Balzac, j'ai aimé en vrai. Elysium qui serait apparemment OP pour du Honoré de Balzac. Du coup, Elysium, je suis pas sûr que ce soit celui où il tue la grand-mère. Ça me dit vaguement quelque chose, mais je me rappelle plus Elysium. Je sais qu'il y a un meurtre très tôt dans le livre. Très tôt dans le livre. Ça doit être ça peut-être, mais je me rappelle plus. Crunedor, je vote la peau de chagrin et l'homme qui rit. De l'homme qui rit. Ok. Ok. Et voilà, bah voilà, mais je pense avoir fait le tour. Encore une fois, un énorme merci à tous. En vrai, j'ai pas envie de quitter ce live, c'est le dernier live de lecture de l'année, quoi, un truc de fou. Bref. En effet, on a lu aussi le livre de la jungle, la deuxième partie des Diaboliques. On a fait tellement de lectures cette année. Ça m'a fait super plaisir de lire tout ça avec vous, de partager tout ça avec vous, de découvrir tout ça avec vous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous dis un énorme merci pour tous ces moments partagés ensemble. Merci d'avoir assisté à ce dernier live, Crunedor, Princess Crow, Elysium, Fallen Angel, Gaël. C'est un plaisir. Et bien, on se retrouve en janvier. Je vous souhaite à tous de passer des bonnes fêtes à ceux que je verrai pas d'ici là. Je le redirai sur les réseaux, je vous mettrai sûrement un petit message. Mais c'est quand même plus sympa de le dire à l'oreille. Donc profitez bien de votre mois de décembre, profitez bien de votre fin d'automne et de votre début d'hiver, n'est-ce pas? Amusez-vous, profitez de vos amis, de vos familles. Et voilà. Soyez heureux, bordel. Je vous souhaite d'être heureux pour cette fin d'année. Et pour ceux que ça intéresse, on se retrouve pour encore quelques lives de découverte avant que je m'éclipse pour quelques temps. Bonne soirée, bonne nuit à tous. À la prochaine pour une prochaine découverte ou une prochaine lecture. Bye bye.